Bonsoir tout le monde, bienvenue au plan de match présenté. Plan de match iCoach Hockey D propulsé par B2B2C, un des plus grands fournisseurs d'accès Internet au Québec. Je me présente Philippe Roy, propriétaire de Perfo-Elite, kinésiologue, posturologue et naturopathe. Avec moi, Dominique Ricard. J'espère que tu vas bien, mon Dom, parce qu'on a un solide concours et on a un solide invité aujourd'hui. Oui, je vais super bien. Toi aussi, Phil, tu vas bien? Yes. Guillaume, Salut les boys! T'es en forme? Ça va bien. T'as voir quand Phil il fait son résumé, c'est ça qui prend le plus de temps. On se sent mal, nous autres, anciens joueurs. Il nous manque une coupe de diplôme, hein? Oui, c'est ça. Il manque une coupe d'affaires, mais gars, c'est pas grave. On est fin pareil. On a du cœur! Oui, c'est ça. Hey, merci d'être là, Guillaume. Bien content. C'est un immense plaisir. Merci de l'invitation. Je regardais votre brochette d'invités. J'ai de la pression. Hein? Là, je cherchais mon petit tableau. J'ai dit, va-tu avoir des dessins à faire, quelque chose? Non, on veut tes expériences et tes idées à soir. C'est bon. C'est ça qu'on veut. Fait que, avant de lancer ça, là, comme Phil a dit, on a toujours, nous autres, un concours là, à chaque podcast. On a des choses à faire tirer pour les participants. Fait que, premièrement, j'annonce le gagnant du dernier podcast qu'on a eu avec Daniel Jacob, là, le gagnant qui se mérite un membership annuel de l'application web iCoach Hockey D, un coaching privé avec Phil en préparation physique, puis 50 $ chez Hockey Shop. Vincent Desmarais de Drummondville qui remporte le concours du 30 novembre. Donc, félicitations, Vincent. On va communiquer avec toi là, pour te remettre ton prix, ou tes prix plutôt. Puis, ce soir, on se sent très généreux. On est chanceux aussi d'avoir la participation de Sport Média, là, qui est le spécialiste en publicité dans les arénas, qui fête son 25e anniversaire, qui nous donne le cadeau à faire tirer, là, qui est un bâton Bauer Vapor Flylight d'une valeur de 269,99. Fait que si tu veux participer au concours, 3 choses à faire. Premièrement, tu partages le live qu'on est en train de faire. Tu likes également le live, puis tu vas répondre à la question là, à 7h30. On va avoir une question qui est reliée à Guillaume aussi. Là. En tout cas, c'est quelqu'un qui est relié à Guillaume. Là, vous allez voir tantôt à 7h30 la petite question pour le concours. Je répète, un bâton Bauer Vapor Flylight d'une valeur de 269,99. Je reviens, je vais juste aller participer. Hey, t'es pas cassé tant que ça. Là. OK, d'abord. Oui. Écoute, on a eu... écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait plusieurs années. Puis, on a eu à travailler ensemble, à collaborer ensemble, moi comme coach, toi comme joueur. Puis après ça, moi, j'ai suivi ta carrière. On a toujours gardé quand même le contact. Dans les dernières années, on a eu la chance d'avoir beaucoup de discussions parce que là, tu t'impliques aussi dans le hockey de développement là, avec les riverains au Collège Charlemagne, tu as coaché. On a échangé plusieurs fois, puis souvent, on a ramené nos discussions. C'est arrivé souvent plutôt qu'on a jasé de développement, on a jasé de parcours, puis on a jasé de surclassement. Ouais. Ça, c'est quelque chose... Tu sais, le but de plan de match avec Coach Hockey D, c'est de démocratiser l'information, d'éduquer les jeunes, les familles, donner des outils aussi aux entraîneurs. Ça, je pense que c'est un sujet qui est important, puis c'est un sujet qui est très, très à la mode, puis on peut aller à gauche pas à droite là, pas mal. Tu sais, pour moi, je voyais que tu étais la personne la mieux placée pour nous parler de ça, parce que tu as été quelqu'un qui a été, si je ne me trompe pas, tu as été surclassé aussi dans l'hockey mineur. J'ai jamais joué mon année, dans le fond, là, depuis Mag 1. Fait que... Bon, mais tu vas nous en parler. Là. Ouais. Je vais te demander de parler de ton parcours. Mais grosso modo, surclassé dans l'hockey mineur, tu as joué à 16 ans junior majeur, qui est l'année la plus jeune, à part là, Joe Veleno, qui a eu un statut exceptionnel là, à 15 ans. Mais sinon, là, c'est les plus jeunes tout le temps à 16 ans. Tu as joué dans la Ligue nationale à 19 ans. Fait que, se faire surclasser puis jouer avec des plus vieux, je pense que tu sais ce que c'est. J'ai une opinion. Tu as une opinion, puis tu as surtout aussi des émotions, puis des expériences. Il y a des pour, il y a des contre, tout ça. Puis c'est cet univers-là que je voulais qu'on jase aujourd'hui. Là. On va peut-être avoir le temps, dépendamment comment ça va être, de jaser 2-3 autres bébelles, mais ça, c'était vraiment le sujet principal. Le temps, j'ai dit à ma blonde, dors chez vous à soir. J'ai dit, d'habitude, quand je jase avec Dom, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Fait que, gars, là, t'avais rien à faire avec lui sur ton barbecue aussi? Non, ça va à soir, je suis correct. Fait que c'est ça. Fait que tu me dis,
je savais que tu avais été surclassé, mais pas si tôt. Là. Toi, là, finalement, novice là, ou pré-novice. Ouais, dans le fond, c'est de même que j'ai réussi une année sur deux souvent à jouer avec mon frère, parce que mon frère aussi était toujours la première année dans le niveau supérieur. Mais je me souviens, Mag, il y avait des conversations. J'ai fait mon Mag 1, Mag 2, je suis monté Mag 3, puis ça a continué comme ça. Je me retrouvais toujours surclassé. Je me souviens même à Tombe, j'étais novice, on m'avait surclassé à Tombe 2A. On m'avait coupé du Atome, on me surclasse pour me couper du Atome 2A. On m'envoie à Atome 2B, puis je finis meilleur pointeur de l'équipe, genre par je sais pas combien de points. Tu sais, fait que c'est comme, pourquoi tu me surclasses pour me couper du 2A? Mais tu sais, ça revient, puis on en a reparlé, ça revient souvent, le surclassement, il répond à quel besoin? Exact. Puis ici, là, depuis que je gère la structure à Charlemagne, j'ai une vision de ça, justement, du surclassement. Puis c'est quoi les critères qu'on doit regarder pour un surclassement? Mais avant de commencer, pour les gens qui écoutent, moi, je ne suis pas pour le surclassement. Là. Fait que j'ai été surclassé toute ma vie, mais moi, je ne suis pas en faveur du surclassement. Bon, c'est assez clair. C'est assez clair. Fait que pour ceux qui jouent chez nous, pour être surclassé, il va falloir que tu sois bon, pas mal parce que. Puis on prendra le temps de l'expliquer. Puis tu sais, moi, pour appuyer ce que tu viens de dire, je suis de la même école de pensée. Je ne l'ai pas toujours été, par exemple, là, parce que c'est des expériences, mais puis on pourra approfondir pourquoi on pense comme ça. Exact. Fait qu'après ça, je me suis en allé au Pee-Wee. J'ai joué 1 an Pee-Wee, 2 ans Pee-Wee, ouais. Après ça, je n'ai pas joué au Bam-Tam. Je suis arrivé Midget 3, 14 ans. Puis, tu sais, dans mon surclassement, puis je vais. Un des critères qui m'aidait beaucoup dans mon surclassement, c'est. Moi, j'avais un frère plus vieux de 15 mois. Fait que quand j'étais surclassé, j'allais rejoindre quelqu'un. Fait que j'avais toujours un épaule, j'avais toujours quelqu'un qui. Puis on s'entend, Dom, t'as coaché mon frère, puis les gens qui l'ont vu jouer, il était très dominant, mon frère, au hockey. Puis, fait que ça me donnait une porte, puis j'avais toujours le gars que tu me mets avec lui, ça allait fonctionner. T'sais. Fait que si t'es pour me surclasser, tu le sais déjà que tu as un duo qui va fonctionner. Disons que ça l'aide. Fait que je pense que j'avais une situation peut-être exceptionnelle de ce côté-là. Donc, c'est ça. J'ai joué 14 ans avec mon frère. Cette année-là, on a gagné. Tu n'as pas joué au Bantam pantoute. Je n'ai pas joué au Bantam du tout. Toi, la première fois que tu avais probablement du 3 fois, j'ai joué un petit peu. Mise en échec, là, avec la mise en échec corporelle d'une saison complète. Midget 3 à 14 ans. Midget 3 à 14 ans. Puis ça, c'est drôle parce que je me suis retrouvé. Hey, wow. Ouais, puis j'ai encore le record au Collège Charlemagne pour le léger navette. Je pense que j'avais fait 5 à 14 ans. Hey, là, je me demandais où tu t'en allais avec ton léger navette. Parce que t'as régressé à tabarnache après parce que j'étais eu junior. Puis, mais oui, parce que le camp était comme le 8 août. Puis moi, je reviens le 7. J'étais avec des chums, on jouait dehors. Je rentre le 7 à 9-10 heures le soir. Mon père dit « Ouais, Midget 3 a appelé, ils veulent que tu viennes au camp demain. » Tu sais, j'ai pas fait le camp, rien. Je suis rentré au camp le 8 au matin. Camp commence, test physique. Ben, je me suis... Mon frère s'entraînait. Mon frère plus jeune, lui, il a toujours eu ça dans l'âme. C'est un passionné de ça, de l'entraînement, la nutrition. Moi, je suis zéro de même. Fait que là, lui, il s'entraînait, mais moi, j'avais jamais rien fait. Là. Je lançais, puis là, j'arrive au camp Midget 3, il me parle le léger navette. Tu sais, quand le monde marche encore, moi, j'étais... J'ai fait 5.5. Martin Russell, il compte encore aux jeunes au sport études à Charlemagne pour rire, mais c'est une histoire qui est drôle. J'ai été pitché vraiment à 14 ans, puis vas-y. Puis là, je me suis retrouvé que j'ai eu du succès au bout à 14. Là, j'ai eu une saison de rêve. Ça a vraiment bien été. On gagne le championnat, Jeux du Québec, les médailles de bronze. Ça a été vraiment... toutes les fois que j'ai été surclassé, ça a payé, mais il reste que aujourd'hui, comme dirigeant, comme gars de l'autre bord, quand je regarde le big picture, j'ai une opinion qui est différente de ça. Oui, puis, mais tu sais, à la base, toi, là, ce que tu vivais là, de ce surclassement-là, je ne veux pas répondre puis te mettre mais tu sais, moi, de ce que je peux voir ou comprendre, c'était pas un surclassement dans le but de dire ça prend ça pour jouer dans la Ligue nationale. Non. C'est un surclassement parce que, bon, son frère est là, il est très bon, Guillaume, on va l'amener avec son frère. Puis là, toi, tout ce que tu me dis en plus, c'est que tu étais surclassé, mais tu avais un allié avec toi en partant, ça te mettait en confiance. Parce que, tu sais, être surclassé, c'est tout avec des plus vieux. Là. La maturité, puis... T'es pas avec à l'école, t'es tout seul. Tu sais, moi, ouais. le 3, là, j'étais dans l'autre cycle. Là.
Ouais. Tu as le cycle 1, 2, 3, puis tu as le 4, 5. Là. Moi, j'étais tout seul de mon cycle. Je dînais pas aux mêmes heures que l'équipe. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est des gros détails pareils pour un jeune. Là. Tu sais, fait que de t'intégrer, de trouver une façon. Oui, tu vas aux pratiques, mais tu n'arrives pas aux mêmes heures. Tu es tout le temps en course. Tu sais, fait que moi, tu sais, les critères que je regarde tout le temps, c'est est-ce que physiquement, le gars, il peut être dangereux s'il joue dans son niveau? Tu sais, moi, je pense que ça, c'était un des gros critères que j'avais. Tu sais, physiquement, je pense que j'ai la shape que j'ai là, j'avais ça, puis oui. Mhm. Fait que physiquement, j'étais dangereux pour les gars de mon niveau. Est-ce que j'allais faire des points? Est-ce que j'allais faire 3 points par game? Je pense pas. Je pense pas qu'au niveau des stats, j'aurais mangé le bam-tam ou, tu sais, je pense pas à ce point-là. Mais l'autre, c'est est-ce que j'avais des partenaires vraiment pour suivre le jeu ou si j'allais plus m'améliorer dans le midget ou avec le niveau plus haut. Puis je pense que j'ai peut-être 2 questions. Pas que j'avais pas des joueurs pour jouer avec moi, mais je pense que j'en avais quand je dis mon frère qui allait me faire plus progresser en étant avec eux qu'en restant dans mon niveau. Fait que j'avais 2 critères sur 3 que tu réponds oui. Je pense que là, tu peux te permettre de réfléchir à un surclassement. Tu sais. Puis moi, j'avais ces 2 choses-là. Puis quand je regarde dans le hockey d'aujourd'hui, tu sais, il n'y en a pas beaucoup de gars que physiquement sont vraiment au-dessus ou que, puis en plus, moi, dans mes années, j'avais pas le midget espoir. J'avais pas le midget espoir. Tu sais, le midget espoir, moi, je trouve que si tu es pour surclasser un joueur, ben le midget espoir devient peut-être une option intéressante. Tu sais, je trouve que c'est l'entre-deux, c'est des gars de 15 ans. Tu n'as pas de 17 ans. Tu sais, c'est gros, 14-17, là. Tu sais, je sais qu'il n'y en a pas 10 par équipe, il y en a 5, mais il reste que c'est un gros... C'est énorme dans le développement d'un joueur, dans le développement physique. Fait que moi, ce serait peut-être la seule option que je peux être ouvert au surclassement, c'était dans le midget espoir. Puis même là, dans le hockey d'aujourd'hui, je suis rendu que je suis pour dire il n'y a rien de mal à faire 2-3 points par game dans ton niveau. Là. Non, non, non. Tu sais, Tu sais, ça, tantôt, je jasais avec Phil avant que tu arrives aussi. Là, puis, tu sais, Mario Lemieux, si tu regardes ça, c'est probablement, pas probablement, là, c'est le meilleur Québécois de l'histoire du hockey. Là. Ouais. Puis oui, en 65 games, il a fait 243 points. Puis il jouait avec son niveau d'âge. Ouais. Et lui ici, puis physiquement, il était gros. Là, Ouais. sauf qu'il était peut-être moins robuste que tout tu pouvais l'être. Là, mais j'extrapole, je ne sais pas, je n'étais pas là. Midget 3, il a fait 124 points en 47 games. Puis sa dernière année junior majeur, parce que c'est un late, puis il a joué à 18 ans. Il a fait 133 buts, 282 points en 70 games. Non, mais il n'a pas régressé. Puis il n'a pas plafonné. Là. Il a continué quand même à évoluer. Il y a eu 3-4 games là-dessus qui avaient la grippe, ça a l'air. En plus. Si le sinus Reims avait existé dans ce point-là, dans ce temps-là, il aurait fait 300 points. Il aurait pris du sinus Reims. Mais non, c'est exact. Puis je pense que quand tu regardes, ben premièrement, juste au niveau midget 3, c'est fou pareil de dire que je suis le seul joueur de 14 ans midget 3 qui a fait de carrière. Là. Ben, c'est ça, je vais le sortir là, pour vrai. Ouais. Là, pour ceux. Présentement, là, on est à une quarantaine de joueurs. Là. Il y en a qui ont été surclassés dans les dernières années qu'on ne peut pas savoir encore qu'est-ce que ça va donner. Là, mais il y a au-dessus de 40 joueurs là, qui ont été surclassés à 14 ans, midget 3 là, à ce jour. Puis Guillaume Latendresse a joué 341 parties. C'est le seul qui a eu une carrière. Tu as Mark Rogers qui a joué 21 games. Patrick Lebeau qui a joué 15 matchs. Je pense que Martin Saint-Amour en a joué une. Puis Nicolas Roy, là, présentement, il a 35 games de jouer. Là, lui, il a l'air d'être bien parti, mais Nicolas Roy, je le connais, puis Phil le connaît aussi. Puis il a été surclassé à 14 ans, midget 3, mais c'est un choix de 4e ronde en Ligue nationale. Puis Phil, tu le connais? Oui, je le connais très bien aussi. J'ai joué contre, fait que je le connais bien. Il est fort, très fort. Il est très bon. Il est très bon, mais lui aussi, il a fallu qu'il adapte des choses, puis il a passé à travers des... Tu sais, parce que ça, ce que ça veut dire, c'est pas parce que tu joues à 14e midget 3 que c'est une garantie. La preuve, il était le seul qui a eu une carrière jusqu'à maintenant. Fait qu'il y a eu plus de gars, à un moment donné, qui ont frappé un mur, mais tu sais, je peux même pas appeler ça frapper un mur parce que c'est tellement tough, la Ligue nationale. C'est tellement un entonnoir qui est serré que c'est pas à 14 ans que tout se règle. Puis, c'est ça, tu l'as vécu, c'est tough en tabarouette. Oui, puis quand tu regardes les stats, c'est pareil. Regarde les vedettes québécoises de la Ligue nationale. Leur parcours, là, ils ont fait le parcours normal. Des Chris Letang, des Vlasic, des Bergeron,
crime, name it, là, Fleury, tous les gars, ça a eu un parcours là, super normal de gars qui ont une évolution, qui grandissent dans le game, qui grandissent dans leur niveau, puis qui dominent. C'est des bons joueurs de hockey, mais ils ont fait chaque stade comme il faut. Fait que moi, je trouve ça super important de permettre aux. Tu sais, là, tu vas être surclassé. Oui, tu dis, ah, mon gars est surclassé, il a un an plus jeune. Ouais, parfait, il va finir l'année avec 15 points. S'il joue dans son niveau, il va finir l'année avec 75 points. Il va avoir le chest sorti, il va être en pleine confiance. On peut permettre à un jeune, toute sa carrière, de jouer en confiance. Pourquoi? Est-ce que ça ne fera pas qu'il va être dans la Ligue nationale plus vite? Là? Pas parce que tu le surclasses, puis oui, que tu vas le drafter un an plus jeune. Là. Ça ne change rien. Il va être à la même table que ses chums de son âge au repêchage. Fait que moi, c'est juste ça. Pourquoi on permet de faire un surclassement quand le jeune peut dominer et être en confiance puis pas se remettre en question toute sa carrière? Moi, ça ne me rentre pas dans la tête pourquoi on veut à tout prix avoir parce que le statut, moi, je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est le statut de dire mon jeune a fait ça ou mon jeune est. Le premier compteur du Atome 2A, c'est sûrement pas lui qui va être le premier compteur du Midget 3A. Tu sais, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a la forme physique, il y a la grandeur, il y a la façon de manger mise en échec. Il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver dans le processus du joueur que moi, je ne comprends pas pourquoi on veut à tout prix avoir des superstars puis avoir des gars qu'on met sur un piédestal et qu'on dit « he's the next ». Tu sais, là, et Alexis Lafrenière, là, le dernier avant lui, c'était Crosby peut-être. Tu sais, là. Et ça passe aux 15 ans. Puis on est chanceux encore. Puis sans rien enlever à Alexis Lafrenière, j'ai hâte de voir si, tu sais, je pense que les comparaisons sont énormes pour mettre les deux noms dans la même phrase avec un Sidney Crosby. Avec tout le respect que j'ai pour lui, là, c'est un super bon joueur de hockey. Je pense qu'il va avoir une brillante carrière. Mais d'arriver au point et de comparer ce que Crosby a fait, c'est énorme. Là. Tu sais, c'est énorme. Ouais. Puis après ça, là, tu parlais un peu là, les parents qui aiment ça que leurs enfants sont surclassés, avoir le statut d'être surclassé. Mais après ça, si on pense à l'enfant, mettons, ce statut-là, est-ce que ça vient mettre un poids énorme sur ses épaules côté psychologique de que les demandes sont élevées, j'ai beaucoup de pression, ainsi de suite? Oui. Je pense que le point positif peut-être d'aujourd'hui à comparer à mes années, c'est qu'on est peut-être mieux entouré au niveau psychologue, au niveau de gens qui ont justement des bacs puis qui ont des ressources pour pouvoir aider les jeunes. Mais même à ça, tu sais, moi, peu importe ce qu'on a comme complément ou ce qu'on peut donner, moi, je comprends, c'est pourquoi. Ouais. Moi, c'est juste ça. Peu importe ce que je vais te donner, là, change quoi? C'est juste ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi les organisations se battent à vouloir le faire. Tu sais, ça revient autant que pourquoi on se retrouve avec 25-30 gars de 16 ans junior majeur. Voyons, c'est pas. Il y en a peut-être 3-4 qui peuvent jouer junior majeur, avoir un impact puis dominer. Là. Quand on dit dominer, là, ben, that's it, là. Le reste, envoie le midget 3A. Ton midget 3A, ça va être des 16 ans, 17 ans qui vont dominer, qui vont être très, très bons. Ça va augmenter le niveau de ta ligue. Ça va faire en sorte que ta ligue va être extrêmement forte. Ton midget espoir, c'est une couple de gars qui vont perdre leur place. Ton midget espoir va être super fort. Fait que tu viens d'améliorer dans tes 3 plus grosses ligues au Québec le bassin débile. Là. C'est fou que tu viens de faire la différence juste parce que tu coupes à un 20-25 gars à la plus grosse ligue puis tu les envoies dans les ligues en dessous. Fait que ce processus-là, il est partout. Je pense qu'on le voit partout puis on se tire dans le pied, je trouve, d'une certaine façon. Mais tu sais, tu as raison dans ce que tu dis. Puis, la question, ça répond à quel besoin. On peut pas dire que c'est prouvé que ça répond à un besoin de développement. Parce qu'en plus, le hockey, c'est un sport à développement tardif. En plus. C'est 27 ans, puis la science le dit que c'est aux alentours de 27 ans que tu vas atteindre ton plein potentiel. Puis moi, juste pour corroborer ça, la Ligue nationale, c'est la plus grosse ligue de hockey au monde, puis la moyenne d'âge, c'est 27 ans et demi. Fait que là, ça fait du sens. Tu dis, bon, sport à développement tardif, la moyenne d'âge de la plus grande ligue au monde, il y a à peu près 680 joueurs, c'est 27 ans et demi. Fait que c'est un sport à développement tardif, ça prend du temps, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On revient tout le temps, puis Guy Boucher avec ses 4 pattes de chaise, physique, technique, tactique, psychologique, mais il a raison. C'est long, c'est le côté physique, c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse par rapport à ça. Le côté technique, il y a des choses qui s'apprennent, même quand tu es rendu à 20 ans, 22 ans, tu peux améliorer des choses. Le hockey sense, puis le côté psychologique qui vient vraiment jouer un facteur super important, la maturité comme individu, etc., etc. Fait que ça ne répond pas à un besoin de développement, mais tu sais, Guillaume, la vérité, c'est que ça répond à un besoin d'ego,
il y a des égos à travers tout ça. Les médias mettent de la pression. Ouais. Le draft de la Ligue nationale qui est à 17 ans, il met énormément de pression. Même Hockey Canada, c'est eux autres qui nous dirigent, disent que c'est un sport à développement tardif, mais ils font des sélections hâtives. On s'en va au Yacht Olympic Game pour jouer des moins de 16 ans, puis c'est eux autres les meilleurs au Canada. J'ai vu un article là, que tu as commenté, les 20 meilleurs joueurs au tournoi POI de Québec. Comment mettre plus de pression sur des jeunes, tu sais. Puis c'est le fun pour la famille. Hey, quand on passait dans le journal... Au niveau de l'ego et de la fierté, c'est sûr que tu es content. On était contents, là. Tu sais, c'était comme, on est dans le Journal de Montréal. François Ferland écrit un texte sur nous autres, tu sais. On était super contents. Mes parents, ils liftaient même quand ils allaient voir mon frère Val d'Or, tu sais. Mais tu sais, il reste que, à part pour l'ego, ça fait juste mettre de la pression. Puis... Moi, je trouve que soit attendu parce que tu as fait tes preuves puis tu as dominé ta classe puis ton niveau, soit attendu l'année d'après. Tu sais, moi, le 15 ans qui rentre chez nous, là, qui a dominé le Bantam, là, on l'attend, on sait ce qu'il va nous donner parce qu'il a progressé à travers les... On est capable de classer avec son âge. Tu sais, quand je coachais midget 3, j'ai eu des gars qui ont monté junior majeur puis qui sont revenus à Noël à 16 ans. Puis je peux te dire que le joueur que j'avais en septembre, quand il est parti junior, puis le gars qui est revenu en décembre, il avait régressé. Puis c'est plate, là. C'est plate de dire ça. Puis je ne suis pas en train de dire que le junior majeur ne fait pas une bonne job. C'est pas ça que je dis du tout. C'est juste que le kid, il ne joue pas, il n'est pas sur la glace. Si tu es pour prendre un 16 ans junior, là, ben, garantis-y au moins 12 minutes par soir pour un attaquant, là, puis tu n'as pas le droit de le scratcher. Si tu peux lui donner ça avec des pratiques junior majeur, correct, je peux. Mais en bas de ça, le gars, c'est impossible de progresser dans un calibre de même. Impossible. Vas-y, Phil. Écoute, je suis 100% d'accord avec tout ce qui se dit en ce moment. Non, puis... C'est mieux de pas destiner. On va te retourner en habitude assez vite. Une chance, c'est toi l'admin à soir. Parce que c'est ça, le live va se finir là, sinon. Tu sais, j'ai été dans le junior majeur pendant 16 ans, puis pendant 12-13 de ces 16 années-là, j'avais un poste de dirigeant. Je pouvais en prendre des décisions. Là. Puis les décisions des 16 ans qu'on a gardées, là, je ne peux pas faire la liste, là, mais c'est pas 50% de réussite. Là. C'est en bas de ça. On est allé trop vite avec trop de gars. Puis ça, ben, c'est une pression de « OK, je dirige un club junior, c'est un cycle de 3-4 ans, je le veux tout de suite avec notre équipe. On va le mettre dans notre philosophie, on va le mettre dans notre culture, on va le préparer, on va le... » Puis des fois, même, c'est bon, on ne fait pas trop confiance au midget 3 parce que comment il coach, puis là, il va toujours se ramasser dans le banc des punitions. Tu sais, toutes les raisons pour essayer de se convaincre. Là. Ouais. Mais finalement, c'est toutes des raisons qui ne sont pas bonnes. Parce que l'affaire qu'il a besoin, le joueur de hockey, il a besoin d'avoir une motivation, de la confiance, de l'estime. Puis ça, c'est de jouer au hockey. C'est de vivre des situations puis de se sentir qu'il est capable d'être là. Mais quand il n'est pas capable d'être là, puis il est ses talons, puis là, il ne sait pas s'il va rembarquer, il ne sait pas s'il va rejouer, ça va trop vite pour lui. Ben, il n'a pas sa place. Mais non, tu as besoin, comme joueur de hockey, tu as besoin de prendre confiance. Tu as besoin de faire des essais-erreurs. Puis le midget 3A, c'est une ligue essais-erreurs. Si tu ne permets pas à tes gars de faire ça, ben, tu fais une erreur. T'sais, si tu veux avoir la bannière dans le fond de l'aréna, tu n'es pas à la bonne place. Je pense qu'on se trompe. On se trompe si on pense ça. Puis à la limite, là, le junior majeur n'est pas loin de ça. C'est sûr, c'est une business, puis il y a de l'argent, puis c'est du monde qui met de l'argent du privé. C'est normal que le championnat est rentable. Ça, je suis complètement conscient de ça. Mais si on parle juste éthiquement hockey, là, le junior majeur, c'est une ligue de développement pour la Ligue nationale. C'est ça quand même qu'on devrait. Mais comment est-ce qu'on peut mettre un kid puis on lui offre pas l'opportunité? Tu sais, ce qu'il a besoin, le kid de 16 ans, là, midget 3, là, c'est d'être là quand il reste une minute puis tu as besoin du gros but. C'est d'être là quand il reste une minute, il faut qu'il fasse le block shot. Tu as besoin d'y montrer en jouant en power play, en piqué. Tu as besoin qu'il se lève dans la chambre pour dire hey, Ricard, tu pognes le cul à soir, il faut que tu te réveilles un peu. Tu as besoin qu'il gagne ce leadership-là. Parce que si tu ne l'as pas vécu, tu ne rentreras pas junior à 17 ans. Je m'excuse, là, tu ne rentreras pas à 17 ans junior, rentrer dans un vestiaire, te lever de bout et dire aux 20 ans que tu te pognes le cul à soir. Ça n'arrivera pas. Au moins, si tu l'as vécu, tu vas savoir que dans 1 an, 2 ans, ça va être à mon tour à prendre ce leadership-là, puis je l'ai vécu avant.
je pense qu'il y a des choses à vivre, puis il y a une progression à avoir qui se fait naturellement, tu sais, puis ça me ramène au repêchage junior encore, tu sais, c'est plate, mais c'est ça quand même, tu sais, d'avoir 5... Moi, quand je jouais, là, puis Phil, je sais pas si c'était comme ça, mais c'était 5 rondes à 15 ans. C'est 5 rondes, puis si t'es pas repêché dans les 5 rondes, ben on va se voir l'année prochaine, puis ça fait que tes 16 ans qui sont là, ils ont faim à tabarouette parce qu'ils veulent l'opportunité, puis ils veulent se faire voir. Ça l'emmène à un niveau de motivation, comme tu disais, Dom, 100 fois plus grand. Ça change la game complètement, la vision. Pourquoi le kid de 16 ans dans notre ligue, après Noël, ça devient un peu plus dur? Il sait qu'en septembre, il s'en va à son camp à Bécomo ou à Val-d'Or ou à Rouyn-Noranda, puis il va avoir son opportunité. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des façons de faire qu'on doit regarder puis changer. Puis, je vais sûrement recevoir un texto dans pas long me disant « Ouais, on arrête. » Mais non, c'est ça pareil, tu sais. Ben, ouais, mais c'est pas... C'est parce qu'on est... Tu sais, on est là, on a du leadership, on a des positions qu'on gère des situations, on est impliqué dans le hockey au Québec. Si on fait juste dire oui, 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 tout est beau, puis on continue, puis on se questionne jamais, puis se questionner, c'est pas juste questionner les autres, c'est se questionner soi-même. On n'avancera pas. T'sais. Puis ce que tu viens de dire, tu sais, les statistiques, à un moment donné, l'année passée, ça m'a frappé. Là. J'avais fait l'exercice. Ouais, l'article. Puis j'avais donné les stats à Martin Leclerc. Il y a 18, il y avait 37 Québécois, là, je remets dans le contexte ceux qui n'étaient pas au courant, là, qui écoutent. Il y avait 37 Québécois. C'était en novembre, ça, 2019, là, parce qu'il y avait 37 Québécois qui jouaient dans la Ligue nationale régulièrement. Là, pas des gars up and down. Là. Comme Nicolas Roy, lui, il n'était pas comptabilisé en novembre 2019. On a fini avec 39 Québécois la saison, mais il y en avait 37 en novembre. Puis 18 des 37 n'ont pas joué dans la Ligue Midget 3 à 15 ans. 18 de nos 37 Québécois qui jouaient dans la Ligue nationale l'année passée n'ont pas joué au Midget 3 à 15 ans. Ils jouaient soit Bantam, parce qu'à l'époque, Bantam, c'était 14-15, là, comme Patrice Bergeron. OK? Wow. Ou ils jouaient Midget Espoir. Ils ne jouaient pas 18. C'est plus que la moitié. 25 des 37 n'ont pas joué dans la Ligue junior majeure du Québec à 16 ans. 25. À 16 ans, ils jouaient à Midget 3. Mathieu Perrault, Jonathan Dumarcheseau, Yannick Gourde. C'est vrai, on oublie. Puis 24 des 37 n'ont pas été des choix de première ronde NHL. Puis 21 des 37, écoutez là, celle-là, 21 des 37 n'ont pas été des premiers choix junior majeurs. Tu as nommé tantôt Le Temps, c'est un choix de 2. Vlasic, c'est un choix de 4. Là, je parle du junior majeur, pas de la Ligue nationale. Patrice Bergeron, c'est un choix de 5e ronde. Junior majeur. Marcheseau, c'est 14. Yannick Gourde, il n'a pas été repêché. Mais parce qu'on revient tout le temps. Puis moi, là, je me questionne, pour vrai, Guillaume, surclasser un joueur, surclasser un jeune, il me semble que des fois, tu lui donnes quelque chose un peu trop vite. Tandis que l'autre qui ne l'a pas tout de suite, puis qu'il faut qu'il graffine. Parce que la Ligue nationale, comme toi, là, mon opinion, on est là. La Ligue nationale, ils te l'ont donné trop vite. 19 ans, je pense que tu aurais dû revenir junior. Je l'ai toujours pensé, je le pense encore. Tu avais des choses, toi aussi, un peu à apprendre. Comme tu disais tantôt, Guy Boucher t'a ramené ailleurs aussi. Il y avait une façon de travailler. Guy comme coach, tu aurais joué avec Brass encore à 19 ans. Cette année-là. Gagné sûrement cette année-là. Honnêtement, on avait le line-up pour. Là. Ben oui, puis là, finalement, on a éliminé Québec en première ronde. On a perdu en 7 contre 3 Noranda. Mais on a fait des trades à Noël, mais on les a fait ça à pointe des pieds un peu timide parce que là, tout était pas revenu. Francis Charette était parti. Brass s'est pété l'épaule, je pense. Brass s'est pété l'épaule. Puis, mais si tout le monde avait été là, on aurait poussé la machine encore plus. Tu aurais pu vivre des choses qui t'auraient sûrement aidé à un moment donné parce que c'est un peu la même affaire. Puis la Ligue nationale a fait souvent la même erreur que le junior majeur avec des 16 ans ou des midget 3 avec des 15 ans parce que c'est tout le temps la pression de dire ben, ouais, let's go, on les rentre, on a notre besoin, on veut faire jouer. Toi, je ne sais pas, comment tu as vécu ça? Ton parcours NHL, t'as-tu senti à un moment donné que ça t'a rattrapé, ça, d'avoir été vite? Ben, c'est tough à répondre parce que d'un bord, à mon année 18, je finis quasiment avec un goal par game à 18. Je m'en vais dans la Ligue nationale, je fais une saison de 16. Fait j'ai réussi à faire des stats pareils. Ben oui, au niveau leadership. Je pense le point qui m'aurait aidé le plus, je pense, c'est au niveau maturité. Je pense que j'avais un certain bagage à gagner. Puis je pense que de l'autre bord, mon manque de maturité m'aurait nui dans le junior. Tu comprends? Je veux dire, il me manquait de maturité pour être dans la Ligue nationale, mais il m'en manquait beaucoup pour être au junior.
Dans le sens que je ne sais pas l'attitude que j'aurais eue, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je ne sais pas si j'aurais été le faux-nez de l'équipe à cause que je me prenais pour un autre, à cause que je manquais de maturité, puis de bagage, puis d'expérience. Tu sais. Fait que d'un bord, les statistiques, je pense qu'ils sont honnêtes pour dire que je suis à l'aise avec ça. Mais de l'autre bord, je pense qu'il y a un côté que oui, j'avais encore des choses à apprendre, de gagner un championnat, d'emmener une équipe loin en play-off. Tu sais, je ne l'avais pas fait. Là. Il y a une année contre Shawi, je m'avais pété l'épaule. L'année d'avant, j'avais eu une commotion. Tu sais, fait que j'ai manqué quand même 2 playoffs sur 3 qu'on a fait avec les Voltigeurs. Tu sais, fait qu'il y avait ce bagage-là à apprendre à jouer des games de playoffs qui sont tough, qui sont mentalement tough aussi. La pression, le stress d'être le gars qu'il faut qu'il fasse gagner la playoff. Fait que d'un bord, je suis comme, c'est correct. Puis de l'autre bord, je suis d'accord avec toi de l'autre bord. Tu sais, fait que je suis comme 50-50 dans l'évaluation. Non, mais c'est sûr, tu as été capable de jouer dans la Ligue nationale. Tu as eu une carrière, puis tu as joué 341 games, puis tu as eu des blessures, puis tout ça. Ça n'a pas fait. Il y en a dans l'histoire qui ont joué à 19 puis à 20, puis après ça, on les a plus revus pantoute. Ça n'a pas été ton cas. Mais moi, c'est certain, le côté de la maturité, d'apprendre à être le go-to-guy ou amener une équipe, c'est jamais perdant. Mais je comprends, puis tu es honnête en tabarouette parce que ta maturité, ton manque de maturité, ben, dans la Ligue nationale, tu étais forcé d'y faire face. Puis en restant dans le junior, ben, tu étais capable, même si tu manquais un peu de maturité, d'être très, très bon. Puis ça, fait que t'avais moins un reality check clair. Là, puis je pense que, honnêtement, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un Guy Boucher m'aurait challengé aussi d'une autre façon. Toi, tu m'as challengé d'une façon. Puis je pense que Guy m'aurait challengé d'une autre façon que j'aurais fait. Ouais, c'est quoi cette approche-là? Ouais. C'est vraiment différent. Puis je pense que son côté psychologue sportif m'a ramené une vision différente aussi, qui aurait été super intéressante. Mais c'est ça. Je pense pas qu'un bord ou de l'autre, c'était le mauvais chemin. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je pense pas qu'un bord ou de l'autre aurait nuit. Je pense pas qu'aller junior puis rentrer dans la Ligue nationale à 20 ans, le chest bombé aurait fait grand-chose. À part 1 ou 2-0 dans mon compte de banque. Ah ouais. Ah, je me souviens quand tu étais venu nous visiter à Drummond. On était dans une loge, puis tu m'avais dit combien tu gagnais aux 2 semaines. Puis là, quand tu étais reparti, je comprenais mieux pourquoi ça ne tente pas trop de revenir junior. J'ai dit, moi, je l'attends avec 65$. Oui, puis après, j'ai essayé de négocier. Il m'avait dit non, tout le monde est pareil. Genre, OK, d'abord. Mais tu sais, ça c'est un autre. Ah ouais, ça, c'était un autre monde puis un autre débat, mais oui, non, c'est juste pas une blague, mais. Mais d'ailleurs, tu sais, Guillaume, quand j'ai vu l'émission la semaine passée, 25 ans d'émotion, quand tu as dit que tu t'es ramassé à Minnesota, mais c'était la première fois de ta vie là, que tu faisais face à la vie. Hein. C'est la vie. La vie, tu sais, parce que c'est ça, le hockey professionnel. Là. C'est des hommes. Là. C'est un monde d'hommes. Puis il faut que tu sois prêt à être un homme. Là. Ah non, le monde ne réalise pas des fois. Puis, tu sais, moi, au-delà de juste être le kid de 20-21 qui joue dans la Ligue nationale, j'avais un enfant, là. Tu sais, mon gars avait 1 an aussi, là. Tu sais, il y a cette réalité-là que, penses-tu, j'avais un bagage à 21 ans, sacrer mon camp, puis dire, mon gars reste à Montréal, je venais de me séparer. En plus de ça, il faut que je vive la pression, le tout d'être parti. De là, puis tu sais, la comparaison Ben Pouliot-moi, que là, tu veux performer plus. Tu sais, il y a tout ça qui rentre, mais au-delà de tout ça, c'était la première fois, tu sais. J'ai joué à Midget 3, j'étais chez mes parents. Junior majeur, j'étais à Drummond. J'avais une famille de pension qui me traitait comme leurs enfants. Là. C'est quasiment si Marthe, elle venait pas me coucher et me border le soir. T'étais gâté. Et tabarouette, j'avais été là, j'étais supposé être là 2 semaines. Puis finalement, j'avais dit, il me semble que je resterais bien ici. Quand je dormais avec Fred Saint-Denis dans la même chambre. Deux gars de 16-17 ans qui dorment dans la même chambre. Mais on a été traités comme des rois là-bas. Fait que c'était la première fois vraiment que je me retrouvais tout seul là. Tes premières années avec le Canadien, tu restais chez tes parents? Ou? Ouais. Ouais. Mais après mon année à Montréal, tu n'as jamais resté. Juste ma 2e année, on a acheté un condo à 10 minutes de chez mes parents, mais à 19, j'habitais chez mes parents toute l'année. Toute l'année dans le sol en bas. Comme quand j'étais midget 3. Là, le gars, il joue dans la Ligue nationale, le Canadien, il reste dans la cave chez ses parents. C'est ça, c'est ça. Là, tu rentres, là, ton père t'attend. Il me semble que t'es rentré tard à soir. J'étais avec José Théodore, Mike Ribeiro. Attends-toi-en. Phil, as-tu une question? Si j'ai une question pour l'instant, non, moi je vous écoute les boys, puis à un moment donné, ça va sortir.
Mais est-ce que Mais ça si, part? ça fait peur, dit de même, par exemple. Là. Ouais, hein? Mais ça part As-tu une pareil. question? Non, mais mec, ça sort, préparez-vous parce que. Non, Mais Dom, pour revenir au documentaire, tu sais, honnêtement, je remercie la gang d'RDS là, qui ont fait une job débile, honnêtement, avec ce documentaire-là. Ça a été super bien fait, bien tourné. Puis le montage, je trouve ça le fun, pareil. Tu sais, j'ai juste 33 ans, là. Tu sais, je pense que j'ai quand même un bagage intéressant, mais je trouve ça le fun d'être forcé de te mettre en introspection rapidement dans ce que tu as fait dans ta carrière, tu sais. Puis tu le vis toi aussi, là, dans le sens que, tu sais, de te faire poser la question de ce que tu ferais différemment, quelle approche tu aurais. Tu sais, puis quand j'écoute le documentaire, tu sais, c'est sûrement le bout qui m'a touché le plus quand tu parles. Tu sais, quand tu dis, tu sais, oui, mon père, quand il parle, mon frère, tu sais, je connais les histoires, je connais Ouais. qui s'en vont avec ça, mais que toi, tu frontes le fait de dire ben, sais-tu quoi, Dom Ricard, je ferais différemment les affaires, puis j'utiliserais Guillaume différemment, puis j'aurais une approche différente. Moi, je trouve que ça lance un méchant, méchant gros message, tu sais, dans le sens que avec le statut que tu as aujourd'hui, la carrière que tu as eu junior aujourd'hui avec l'agence, avec ce que tu fais quand coach, tu sais, de dire upfront de même, moi, je ferais différemment ce que j'ai fait, tu sais. Puis c'est drôle tantôt quand que je réfléchissais à où on va aller, puis c'est drôle parce que tu vas rire, là. J'ai sorti mon plus beau j'ai sorti la bague de mon plus beau moment, mais mon plus triste moment en carrière. Puis tu sais où je m'en vais, Dame, là? Tu sais, pour les jeunes qui écoutent, c'est ma bague de championnat du monde junior quand on a gagné l'or. Tu sais. Puis à tous les fois quand je t'ai écouté dans le documentaire, puis tu disais je ferais les choses différemment. Je ne sais pas si tu te souviens de ma première game de retour à Batters. Ah oui, cool. Ça, là, je suis marqué, là. C'était comme. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça démontre quand tu dis je manquais de bagage, je manquais d'expérience. Puis c'est une gestion aussi, là, en soi, ce que je vivais, le camp du Canadien et tout, mais ça m'a bien gros impressionné. Puis je pense que le but de ce documentaire-là, quand je l'ai fait, oui, c'est sûr de parler des commotions, de l'impact, puis de ce que ça peut faire sur une vie, mais c'est aussi de regarder le parcours puis les choses qu'on pourrait changer, améliorer. Puis des fois, c'est pas juste le joueur, il y a les intervenants, puis je trouve que ça montre une belle. En tout cas, ça montre vraiment une belle ouverture là-dessus. J'ai trouvé ça le fun pour les. J'espère que les parents, les jeunes, les entraîneurs de hockey mineur ont écouté ça puis se dire ben parfait, je peux prendre mon équipe. Admettons, je coach Midget 3 aujourd'hui, Steve Larouche, puis je regarde ce documentaire-là, puis je me dis est-ce que je suis en train de faire la bonne chose avec mes. Tu sais, je pense qu'on peut prendre ce documentaire-là pour se poser en question, pour dire je suis en train de faire la même erreur. Je m'en vais-tu à la bonne place? Est-ce que je connais vraiment mon kid? C'est quoi sa personnalité? Lui, es-tu capable de prendre le hit? Là, lui, quand j'ai dit qu'il ne vaut pas de la merde à soir, je suis en train de l'éteindre ou je suis en train de le pousser? Tu sais, je pense que ce documentaire-là amène la réflexion, puis ça part du propos que tu disais, que c'est là-dessus que je voulais revenir un peu. Ben non, mais tu sais, c'est ça aussi. À ce soir, on parle de surclassement, on parle de développement. Tu sais, avec Coach Hockey, c'est du coaching. Puis finalement, là, tu sais, quand je disais Guy Boucher t'a ramené ailleurs, tu sais, moi, Guy, je le connaissais, puis c'est moi qui s'est tassé comme coach, puis j'ai décidé d'engager un coach, puis j'ai engagé quelqu'un qui était très fort dans mes points plus faibles ou plus que j'avais besoin plus de millage. Puis c'était le côté relationnel, psychologique. Puis même suite à ça, moi, en côtoyant Guy, mais aussi en allant travailler au Collège Saint-Bernard, j'ai eu de la formation en psychologie. Au niveau de la programmation neurolinguistique. Je suis allé faire une formation aussi en psychométrie. Je suis père de famille. Tu sais, ça c'est un peu, là, en coaching, là, je dis souvent, c'est comme quand on a des enfants. Là. Il n'y a pas un manuel là, à côté. Là. On n'a pas suivi un cours pour élever des enfants. Puis là, à un moment donné, on y va avec comment on était un peu élevé, puis tu sais, ici, puis ça, mais c'est ça les erreurs de jeunes coachs qui manquent d'expérience, mais c'est surtout aussi faut mettre les besoins du jeune en avant. T'sais, toi, quand tu es revenu du camp, à un moment donné, je repense à ça. Tu avais vécu ça rough là-bas avec l'équipe Canada, puis moi, à Tataf, je te ramasse encore. C'est quoi les besoins que tu avais? Puis je vais juste te dire là, une affaire, là, Guillaume, ça, je pense que je ne te l'ai jamais dit. Moi, une chose que j'ai appris, là, puis ça, je le dis à tous ceux qui sont là, les coachs ou les parents, là, avec un cours là, qu'on a fait au Collège Saint-Bernard, là, l'état versus les comportements. T'sais, les comportements d'un individu, d'un être humain, d'un joueur, d'un enfant, comment il réagit, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Ça là, c'est une façade. Mais ce qu'il faut nous autres coacher et aller chercher, c'est l'état, comment il se sent.
Puis toi, je me souviens très bien que quand tu n'étais pas bien, tu faisais le colon. Ouais. Moi, quand tu faisais le colon, tu me tapais ses nerfs parce que moi, je ne comprenais pas le principe de l'état versus le comportement. Fait que moi, je tapais sur le comportement. Je tapais sur le comportement. Mais je te dis, après, là, quand j'ai eu cette formation-là, c'est là que je dis j'agirais différemment. J'irais bien plus dire comment tu vas, avoir une relation, au lieu d'avoir une relation de force, ce serait une relation de collaboration. Mais ça, c'est ça. Puis là, on est en train de parler de ça, mais Parce que, le coaching, c'est ça. ouais. Le coaching en 2020, c'est ça. Ben, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon frère, parce que pour les gens qui ne savent pas, Dom, il a coaché mon frère avec les Foreurs comme assistant coach. Puis, justement, quand le coach est toujours. Je pense qu'il y a un moment pour être strict. Puis je pense que dans le hockey d'aujourd'hui, honnêtement, tu es capable de te faire respecter en étant bon joueur, puis en étant friendly, puis en ayant une approche vraiment humaine. Les gars vont te respecter bien plus si tu cares de la personne plus que le joueur de hockey. Ils vont comprendre vers où tu t'en vas. Mais je me souviens d'avoir eu des conversations parce que les gens qui ne te connaissent pas, tu es un méchant comique. Là. Ah. Non, mais c'est vrai. Puis les meilleurs games que j'ai eus ou les meilleurs voyages, c'est niaiseux, mais c'est quand on sortait puis on allait jouer au Bécomo, Chicoute, puis là, on était dans le boss, on était à la chambre d'eau, on était dans le lobby du resto, on attendait, puis là, tu partais avec tes histoires. Tu sais, là, à Val d'Or, tu sais, là, tu nous racontes. Non, mais c'est vrai, mais c'est niaiseux, mais là, Je te mettais d'un bon état. On voyait le côté humain. Ça Ah faisait ouais. ça, tabarouette, gars, ça, man. Il a vécu ça. Puis, je trouve que ce côté-là, on le perd souvent. Puis, des fois, on dit, je ne suis pas joué nationale, mon histoire n'est pas intéressante. C'est pas vrai, au contraire. Il y a des histoires qui se passent dans le quotidien qui sont super intéressantes pour un jeune qui a le goût d'entendre puis qui peut se mettre dans cette situation-là, puis une perspective, puis dire, waouh, c'est donc hot. Mais puis je me souviens, je parlais à mon frère, je disais, hey man, il nous a conté ça, hey, je ne savais pas ça avant. Ça l'emmène juste de la réflexion, puis d'emmener le jeune ailleurs, puis de sentir le côté humain de la personne. Moi, je trouve que des fois, on le délaisse un peu trop, de juste rentrer un jeune dans le bureau, puis hey, comment ça va, puis à l'école. Puis, si je prends nous autres au milieu 3, là, hey, première fois que tu conduis un char, tu vas avoir ton diplôme, le bal définissant, ta première blonde, première fois que tu fais l'amour, première fois que tu vas peut-être essayer de la boisson, on ne souhaite pas, mais de la drogue, peu importe. Il y a plein de nouvelles expériences qui vont arriver. Puis nous autres, en plus, on s'en va leur presser sur le citron à tous les jours. C'est l'enfer. Tu sais, là, on dit, tabarouette, c'est tout le temps là, dans sa face, dans sa face, dans sa face. Ça se peut-tu que m'emmener le jeune, il fasse, hey, j'en ai ras le bol, puis j'en ai assez. Je peux-tu juste avoir quelqu'un qui me dit, comment tu vas, mon chum? Tu sais, ta blonde t'a laissé, mais gars, je comprends. Puis aujourd'hui, c'était une face de cul, mais je vais slacker sur toi, puis je vais aller ailleurs, je vais me concentrer sur autre chose. Tu sais. C'est tellement important d'essayer de trouver ce petit side-là de plus qui va aller chercher le joueur différemment. Puis je pense qu'on l'oublie beaucoup, 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 cet aspect humain-là qui, si le gars il est bien comme être humain dans son line-up, dans son vestiaire, ça va se voir sur la glace, c'est sûr. Puis comme tu dis, Dom, s'il fait le cave puis il fait le bouffon, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que un jeune qui est passionné, qui aime la game, qui est sur la glace, il ne fera pas le bouffon s'il est bien puis il se sent bien. Il va performer, puis il va être prêt, puis il va travailler, puis tu n'auras jamais de trouble avec. Je pense que c'est de trouver d'essayer de saisir le meilleur état d'esprit puis le meilleur fitting pour ton jeune pour réussir à maximiser ses performances. Je pense qu'il faut mettre l'individu avant le joueur pour être capable d'optimiser les performances. Moi, je ne sais pas si je m'explique comme il faut. Non, puis tu sais, sérieux, là, ça fait plein de sens. Puis, tu sais, aujourd'hui, les jeunes, là, de la pression, là, ils en ont, puis ils s'en mettent. Puis ils en ont, puis ils s'en mettent. Puis en plus, moi, je trouve ça des fois même un peu dangereux parce qu'ils s'isolent. Ils sont tout seuls, ils s'isolent, ils sont dans les réseaux sociaux. Tu sais, moi, là... Ils ne savent pas comment la gérer non plus, c'est ça? Non, puis là, à un moment donné, ça pète. Puis ça pète pas de la bonne façon. Tu sais, pas de farce, là. Puis ça, c'est pas... Je lance pas moi non plus de pierre à personne, là, mais des fois, j'ai des discussions avec des coachs ou des GM juniors majeurs parce que, tu sais, j'accompagne des joueurs là, avec CI, j'ai des gars... Là, puis là, à un moment donné, c'est... Ouais, là... il n'est pas à son affaire, puis il n'est pas comme ci, puis il n'est pas comme ça, puis on y reproche ci, puis on y reproche ça. Puis je dis tout le temps, hé, palais! Il n'y aurait pas des avec les gars qu'on avait, nous autres, au début des années 2000, là, parce que pour moi, c'est un ange, là, tellement qu'il est droite. Là. Mais c'est parce que on dirait qu'on oublie qu'ils sont en apprentissage, pas juste du hockey, ils sont en apprentissage de la vie. Peuvent-tu vivre? Peuvent-tu rire? Ils peuvent-tu avoir du fun? Peuvent-tu... Puis, tu sais, là, on tombe dans de la philosophie et de la psychologie, mais c'est ça la vie. On travaille avec des jeunes, on travaille avec des êtres humains avant de
Éventuellement, il y en a qui vont devenir il y en a qui finissent par devenir des joueurs de hockey professionnels, là, mais même si tu deviens un joueur de hockey professionnel, après, tu vas falloir que tu fasses d'autres choses. Là. On va finir, là. En parlant de faire d'autres choses, je t'ai jamais compté ça, mais c'est tu sais qui, le gynécologue de ma fille? Kevin Gagné. Kevin Gagné. il me l'a dit. Ça, c'est un gars qui joue avec Guillaume à Drummond. On était à Drummond ensemble. Lui, il avait le nez dans les livres, nous autres, on joue aux cartes. Regarde, tu vois, c'est ça. Ben, tu rentres dans la chambre d'hôtel, puis t'es... Ah, ben, tabarouette. Ça, c'est spécial. Dans la chambre d'hôpital, quand il dit « Tu veux le voir arriver il m'a conté ça, parce que je parle encore souvent. Mais oui, on avait... on avait tous les gens là, dans l'équipe. On avait... Mais, tu sais... Moi, là, puis je parlais avec Fred Mallette. Fred, je le côtoie encore beaucoup. Là, c'est un de mes meilleurs chums. On se voit. Puis, tu sais, ce que tu dis là il y a des bouts, moi, à Drummond, là, coach, GM, c'était ben trop pour moi. Mm-hmm. Dans un contexte d'une organisation qui est en train de se relever la tête en dehors de l'eau. Puis, j'avais même plus de fun. Moi, le premier, j'avais plus de fun. Puis c'est pour ça, à un moment donné, que j'arrive. Moi, je ne coach plus. Là, je me tasse de là. J'ai engagé quelqu'un d'autre. Parce que je savais très bien que il y avait des répercussions après ça sur le monde autour de moi, sur mes joueurs. Parce que quand on est bien dans notre peau, qu'on a du fun, c'est là qu'on est performant. Que tu sois un coach, que tu sois un joueur, que tu sois un trainer, première affaire, si tu es bien dans ta peau, tu vas donner ton meilleur, tu vas avoir ton plein potentiel. C'est pour ça, j'en reviens le surclassement. C'est ça qui est nécessaire pour que le joueur, le jeune, il se développe et qu'il atteigne son plein potentiel. Tu as dit tantôt, tu as sorti des critères. OK, il est trop dangereux pour les autres, pis ça, mais à la base, c'est bien plus. Il est-tu heureux dans ce contexte-là? Il est-tu dans un bon environnement? Il a-tu un bon lien avec ses coachs? Il est-tu bien à la maison? C'est ça les signaux pour savoir après ça s'il va faire son bout de chemin. Oui, puis tu sais, au-delà de. Je pense que les statistiques parlent d'eux-mêmes. Peu importe ce qu'on dit, toute chose est bonne à évaluer puis à dire, ben OK, les résultats sont ça. Puis quand tu regardes les chiffres que tu as sortis tout à l'heure, je ne vois même pas quelqu'un qui peut venir me voir pour argumenter sur un surclassement. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. Il va falloir que tu aies quelque chose de béton solide là, pour me dire, je veux que tu surclasses mon jeune là, parce que les statistiques prouvent, puis on s'entend, là. Prends n'importe qui au Québec en ce moment, là, mec Chris Letang à même âge qu'eux autres, Chris Letang était dominant. Là. Il n'y a pas un jeune qui peut dire je suis aussi bon que Letang à la même âge. Là, mais c'est ça. Je pense que de faire les choses comme il faut, de faire une progression, d'avancer puis de prendre confiance. Moi, c'est tout le temps ça. Prendre confiance, se sentir bien. Le chest bombé, c'est ce que je dis tout le temps. Là, avoir le chest bombé, c'est le plus important pour rentrer. Puis pas rentrer puis pousser à la porte. Là. Défoncer à la porte quand tu vas rentrer puis tu vas avoir des opportunités. Défoncer à la porte parce que tu as le chest bombé, tu es en pleine confiance, tu te sens bien. Quelqu'un qui, tu sais, là, personne ne va me dire, là, Guillaume Latendresse, puis Guillaume Latendresse au Canadien au mois de novembre, quand il était échangé avec 2 buts, une passe, puis Guillaume Latendresse qui a fait 25 buts en 55 games, là, il était plus en forme, il s'entraînait plus, il faisait plus attention à lui, il dormait plus. Voyons donc, tout ce que c'était, c'est que j'ai senti une tape dans le dos, puis quelqu'un qui voulait m'avoir, qui me mettait dans des opportunités pour me faire sentir bien. C'est juste ça la différence. Mon 90% mental était à la bonne place. Elle est juste là la différence. C'est juste ça. Ils ont réussi à mettre mon mental à la bonne place. Parce que quand tu as le talent, peu importe qu'on te surclasse, tu vas t'y rendre à la Ligue nationale, si t'es pour t'y rendre, puis tu as la mentale, puis tu as la game, puis tu as tout. Fait que ça sert à rien d'aller trop vite. T'sais. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est ce que je pense, que surclassement, c'est une erreur qu'on fait puis qu'on se tire dans le pied. Puis j'aimerais ça avoir des statistiques de... Tu sais, on parle souvent de nous autres puis du Québec, mais j'aimerais ça voir justement ce qui se fait en Finlande, en Suède, même en Suisse, en Allemagne. Y a-tu du surclassement dans le hockey mineur? C'est quoi le taux de réussite dans les équipes professionnelles? J'aimerais ça voir vraiment... Tu sais, on regarde toujours notre Québec, notre bassin, mais... Oui, puis on est porté souvent de... Tu sais, notre premier réflexe, c'est de dire qu'ailleurs, c'est toujours mieux, là. Puis, tu sais, c'est sûr, de ce qu'on entend, tu sais, la Suède puis la Finlande, tu sais, c'est des gens assez patients habituellement qui ne sautent pas trop d'étapes. Puis, c'est ça, mais ça serait le fun, oui, d'avoir des chiffres pour vraiment comparer, tu sais, parce qu'à un moment donné, des philosophies puis des idéaux, puis je pense qu'il faut que tu aies des preuves à l'appui après un certain temps pour voir des résultats. Parce que au final, il reste que, tu sais, peu importe la façon qu'on le fait, peu importe le système de jeu qu'on veut changer, refaire, il reste que
5 contre 5 avec 4 arbitres, puis un goaler, puis une rondelle noire. Là. La game, elle se joue de la même façon, puis c'est la façon que tu te sens, puis le vibe, puis l'ambiance qui va faire en sorte que les performances vont venir, l'état, comme tu disais tantôt. Fait que moi, là-dessus, j'aimerais vraiment, je trouve ça vraiment intéressant comme statistique à sortir, voir des Landeskog, des gars de même là, qui ont joué dans d'autres pays. Tu regardes souvent qu'Eric Carlson a peut-être été surclassé, mais les gars de Antti Mietinen qui joue avec moi avec le Wild, qui est un gars standard, mais qui vient. Qu'est-ce qu'il a fait dans son hockey mineur? C'est quoi son cheminement? Je trouve que ce serait intéressant de se comparer là-dessus aussi. Je suis certain qu'on aurait des statistiques qu'on ferait comme Ah ouais, eux autres avec, c'était le même, tu sais. Non, puis tu sais, c'est à tous les niveaux, tu sais, quand Jack Hughes, était-tu prêt à jouer dans la Ligue nationale l'année passée? De toute façon, il a-tu l'air un gars en confiance? Là? Non. First pick overall, puis tout ça, mais physiquement, il n'était pas prêt. Puis là, il a commencé à un moment donné, c'est un joueur de centre, mais tu n'es pas capable de jouer dans l'eau, tu vas aller jouer à l'aile. Là, ça a commencé à y jouer dans la tête, tout ça. Il a perdu son edge. Là, il n'était pas là, puis il cherchait. La différence entre Kotkaniemi, à un moment donné, la différence entre OK, il y a la pause à cause du COVID, il part, il revient, boum. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps d'arrêt. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais à la base, c'est pas un 3-4 mois qu'il y a eu une grosse différence sur physique, technique, hockey sense, whatever. C'est que mentalement, il était plus à performer. Il était bien. Justement, ça, j'allais sortir Kotkaniemi l'année passée quand il s'est fait descendre puis remonter. C'était plus le même joueur, là, pas en tout. Non, zéro. Moi, c'est mental. C'est tellement important. On se concentre tellement sur, oui, les techniques, oui, les habiletés individuelles, ces choses-là, c'est primordial pour la game pour être capable de monter. Mais je trouve qu'on laisse de côté l'aspect mental, l'aspect de se faire confiance, l'aspect d'apprendre à se connaître comme joueur, comme de se créer une identité. Quelle identité va faire en sorte que je peux monter? Quelle identité va faire en sorte que... Puis probablement que ton identité que tu te bâtis, puis oui, ça ne sera plus la même rendu junior. Les rôles changent, l'entonnoir descend. Il y a un gars comme toi, il y en a un autre à Lac-Saint-Louis, puis il y en a un autre à Rivière-du-Loup. Fait que là, il faut que tu trouves une façon d'être meilleur que lui pour. C'est tout ça qui. Quand tu joues dans ton niveau, tu progresses, tu te compares au même que toi, tu vois la progression. Tout le monde est à la même. Moi, en tout cas, je trouve que c'est. Je trouve qu'on fait une erreur là-dessus. Là. C'est sûr. Ça arrive. Vas-y, Phil. Tu vas avec la question? Non, vas-y, puis après, je vais y aller. Ça, c'est pas rare aussi qu'on voit ça, exemple, un joueur, mettons, qui domine, mettons, un défenseur qui est très porté à être offensif, à appuyer l'attaque, disons, puis qu'à rendre à un certain niveau, il faut qu'il switch son style de jeu s'il veut continuer à progresser, puis être plus, exemple, défensif. Mais si tu as sauté des étapes, exemple, puis tu n'as pas développé ta maturité, ainsi de suite, ton psychologique, puis tu te fais dire que finalement, c'est plus ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses de quoi d'autre. T'en manges une claque là, quand tu n'es comme pas prêt à ça ou ton psychologique n'est pas assez fort. Là. Mais puis je pense que l'erreur qu'on fait beaucoup dans le hockey, c'est qu'on. Le jeu défensif, pour moi, là, ça se monte. Mais d'apprendre à jouer le pourcentage puis le niveau de risque offensivement, ça, il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu l'essayes. Thomas Chabot, il en a essayé combien à Cross qui s'est fait couper avant de savoir c'est quel qu'il peut faire. Puis trop souvent, on veut tellement gagner à la game qu'on va dire non, la passe, c'est juste au haut par haut. Elle, tu vas la mettre avant, là, tu sais, mets ça dans vite, tu as fait ta job. Mais je pense que c'est plus ça la réalité. Tu sais. La réalité doit être. Et là, la passe, c'est quoi le pourcentage? C'est 60 %, c'est pas que je l'essaye. Je me suis fait couper tantôt, les 3 prochaines, je vais être là parce que je me suis fait pogner ce bord-là. Tu sais, fait, je pense que d'apprendre puis de permettre aux gars d'aller plus loin offensivement puis de prendre des risques. Puis, nous autres, on est dans notre structure ici, on est bien gros rendu modèle suédois. Là. Puis tu regarderas la Suède jouer, là. On peut dire qu'il y a quand même du risky play là-dedans, là, à ligne bleue. Puis c'est sûr qu'ils ont du talent, mais il reste que si j'y monte puis oui, à se faire confiance puis à essayer des choses, il va être capable de faire essai-erreur pour dire ce qui est bon pour monter. Puis le jeu défensif, ça se monte après ça. Stick-to-stick, positionnement, ces choses-là. Ça, je pense que c'est un instinct naturel quand même du joueur. L'aspect offensif est pas mal plus dur à rentrer puis à emmener plus loin, je pense, personnellement. Je trouve ça important de mettre du temps là-dessus puis de laisser erreur pour permettre aux jeunes de prendre confiance. Puis justement, l'année que tu ne le surclasses pas, qu'il reste dans son niveau, il peut essayer des affaires qu'il ne pourra pas essayer l'autre bord, qui vont le faire ralentir dans sa progression quand il va arriver dans l'entonnoir avec d'autres qui vont l'avoir fait. C'est tous des aspects qui font en sorte que ça monte encore, que le surclassement, ça l'aide personne. Hey, si tu as soif, tu peux prendre une bière en arrière, là, si ça tente. Parce qu'à
en attendant, moi, je vais poser la question. Je suis encore en retard, là, une petite demi-heure en retard. J'avais 17h30 pour la question. Oui, c'est vrai, vous avez une question, vous autres. Je vais aller me chercher mon autre bouteille d'eau pendant ce temps-là, j'aurai. Ouais, mais il faut que tu entendes, mais c'est en rapport avec toi. Ah, OK, ben, je vais rester de bord. Ben, je vais voir si tu vas avoir la réponse. OK, je vais l'écrire. Ben, faut pas que j'ammonte. Non, faut pas OK. que tu la montes parce que les autres, ils vont chercher, mais dans ta tête, puis tu iras après ça. Fait que ceux qui veulent avoir la chance de gagner le bâton Power Vapor Flylight d'une valeur de 269,99 qui est offert par Sport Media, qui est le spécialiste en publicité dans les arénas au Québec. Faut que tu ailles partager le live, faut que tu ailles liker le live, puis répondre à la question. C'est un des cofondateurs de iCoach Hockey, de l'application web iCoach Hockey. Vous pouvez aller sur le site, sur le landing page www.icoachhockey.com. Puis si vous scrollez, là, vous allez voir en bas sa photo puis son nom va être là. Fait que le nom est là, vous allez pouvoir l'écrire. Mais il a joué avec Guillaume à Drummond. Il a lui aussi été surclassé à 14 ans midget 3A. Fait que ça, c'est un lien avec Guillaume. Il y a un autre lien avec Guillaume, deux autres liens avec Guillaume. Ils ont eu le même agent. Ils ont été approchés par la même agence quand justement il y avait 14 ou 15 ans. Puis les deux ont eu des commotions. Ils ont été impactés des commotions. Fait que Guillaume, c'est cofondateur d'iCoach Hockey. Ouais. J'allais checker vos cofondateurs. C'est mon problème. il a joué avec toi à Drummond. Il a été surclassé à 14e midget 3A. Puis lui ici. Ben oui, OK. Ah, il est rendu avec vous autres? Oui, il est là depuis le début. Là, si on a le même nom. Je vais aller voir. On va voir, puis moi, nous autres, on va continuer à jaser. Puis, y a-tu des questions? Tu peux aller voir en attendant, Guillaume, ou te prendre de quoi avoir aussi, si tu veux. Puis, je ne sais pas si, Phil, t'avais-tu vu des questions peut-être? Parce que gênez-vous pas, là, ceux qui sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je pense que j'en avais vu une. Ouais, dans le début, là, mais là, je ne la retrouve pas. Sinon, à date, j'en ai pas, là. Il y avait de quoi par rapport au gardien de but que j'ai vu passer? Peux-tu donner ton avis sur le sous-classement de goaler qui jouait Bantam 2A première année, mais pas assez bon pour jouer 2A sa deuxième année, mais monter midget A? Ça voudrait dire un sous-classement de gardien. Je pense pas assez clair pour moi. Là. Ouais, c'est... Un sous-classement. Il y en a qui commencent à répondre à la question. Oh. Ah ouais, j'en ai voir là. Bon, c'est excitant. Et si on est sur le même live, moi, je vois rien. Moi, je le vois. Je suis dans le contact. En tout cas, je cherche. Là. Ah, tu vas chercher, tu vas le trouver. Je vais donner un autre indice tantôt. Tu vas finir par le trouver. Mais toi, c'est peut-être, pour moi, tu sais, on ne réalise pas. Il est surclassé à 14 ans. Là. Mais il y a eu. C'est un défenseur. Il était surclassé à 14 ans aussi. Puis il a joué avec moi à Drummond. Oui, il a joué avec toi à Drummond. C'est tes commotions. C'est à cause de tes commotions. J'ai un défenseur en tête que je sais c'est qui. Je pense que c'est lui. Je suis pas mal sûr. Là. Était-tu gauche-tout ou droitier? C'est lui droitier. En tête. Droitier, c'est lui. OK, c'est bon. OK, c'est lui que j'avais dans la tête depuis le début, mais tu m'as mélangé avec. Numéro 42. C'est ça, ouais, c'est bon. Non, c'est lui que j'avais depuis le début. T'avais-tu qu'il avait été surclassé à 14 ans? Oui. Ouais. Lui, il était à Régent. C'est ça. Régent, lui, c'est ça. Exact. Oui. Non, je me souviens très bien. C'est lui, c'est lui que j'avais dans. C'est bon. Non, je me souvenais, je l'avais dans la tête depuis le début, mais t'as comme mis un indice qui m'a comme. C'est-tu qui j'ai pensé un bout? Romy Layoubi. OK. Quand t'as dit jouer avec toi à Drummond. Là, t'as pensé Romy rendu avec vous autres. C'est ça, c'est là que j'ai dit ça. Je le savais que Max... C'est un avocat. Peut-être qu'on va avoir besoin de lui à un moment donné. Sûrement. Mais non, c'est ça, je me suis dit, j'ai dit. Max, je le savais, mais Romy, j'étais comme, voyons, j'ai pas entendu. Je savais que Max était cofondateur avec Dan Bouchard aussi qui est là-dedans. Puis... Exact. Fait que non, ça, je savais les boys. Mais là, d'ailleurs, là, on en parle, là, l'application web, iCoach Hockey, il y en a encore, c'est quoi ça? Puis là, on a un programme PEP qui est un plan d'encadrement pro sur 12 semaines qui parle de physique, technique, tactique, psychologique.
Puis l'idée de base, c'est Max Aubu là, qui l'a eu. Là. Après ça, avec Dan Bouchard. Dan, il joue encore en Magnus. Puis les deux, après ça, ils m'ont approché. Puis ils ont dit, Crime, nous autres, là, on a eu un parcours. Puis il me semble qu'il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué d'encadrement. Il nous a manqué. Puis Max qui revenait souvent, c'était le côté psychologique. Il dit, moi, il me semble que j'avais été plus solide psychologiquement. J'aurais été. Peut-être que j'aurais-tu joué pro, j'aurais-tu joué dans Ligue nationale, je ne sais pas, mais il avait comme l'impression qu'il n'avait pas été jusqu'au bout de son plein potentiel. Puis, tu sais, le sable dans l'engrenage, c'était le côté psychologique. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, puis c'est ça avec Coach Hockey, là, c'est plein d'informations, plein de programmes, plein de plans. Tu veux t'entraîner physiquement, on a un plan pour toi. Tu as quelque chose, tu veux, au niveau de la nutrition, tu veux développer tes skills, tu veux comprendre la game, on a de quoi pour toi. Puis psychologiquement, on a des intervenants qui donnent Jean-Michel Pétier, Louis Bédard, Louis qui donne. Louis, on l'a pris, nous, ici, Collège Charlemagne. Avec vous autres. Oui, il est venu voir nos kids. Fait que c'est ça. Ceux qui veulent s'inscrire à l'application, ceux qui sont déjà inscrits, ils voient tous les outils que tu peux aller chercher. Puis c'est ça qu'on veut faire. On veut démocratiser, on veut donner accès à l'information pour te permettre d'aller chercher ce que tu as besoin finalement. Oui, puis je pense que Louis, ça revient à. Il l'a fait avec l'équipe à mon frère, Midget Espoir à Charlemagne, il l'a fait avec le Midget 3 puis le Bam Tam. Ce que les kids aimaient, c'est qu'il y avait un côté. Oui, il a fait qu'il a joué la game, puis il l'a joué d'une façon très tough, là, mais il parlait le même langage. Ouais. C'est ça que les jeunes aimaient. C'était un gars de terrain. C'est un gars qui était sur la glace, puis c'est un gars qui. Puis ça, les gars ont beaucoup apprécié que son expérience. Tu te reconnais. Exact. Ouais. Exact. Les feelings qu'il parlait, les émotions, ben, c'était des émotions que les gars pouvaient se comparer sans être je m'en vais me battre contre Steve Bossé l'autre bord, mais le feeling de la peur, le feeling de la stress, de l'angoisse, peu importe c'est quoi que tu dois faire, tu vas faire face à ça pareil. Que ce soit un combat, un tir de punition, un échappé, peu importe. Tu vas avoir ce moment-là de préparer pour le championnat. C'est tous des moments que tu as besoin de jaser. Là. Ben, c'est ça. Puis dans l'application, il y a un document que Louis il propose, là, la gestion des interférences. C'est probablement aussi peut-être ce qu'il a fait avec. Puis c'est ça, il vulgarise tout le côté psychologique. Puis c'est facile de se reconnaître. Puis même moi, j'ai pris des affaires là-dedans parce que c'est pas juste comme joueur de hockey, ça, le côté psychologique. Là, c'est ta gestion du stress, la gestion de tes émotions dans ce que tu fais. Tantôt, quand on arrivait pour partir puis ça marchait pas, là, Phil, il était commencé à être nerveux. Là, ça fonctionnait pas. Le stress, il a perdu toutes ses questions à cause de ça. Regarde, tu veux le stress? La gestion du stress n'est pas bonne. J'en ai une en tête. Abonne-toi à iCoach Hockey D puis va faire le... T'es déjà abonné. Excellent. Guillaume, l'autre chose que je voulais adresser avec toi, l'identité du joueur. Tu l'as dit tantôt, tu en as parlé. Tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant, tu as dit peut-être finalement ce qui t'apporte du succès, puis oui, c'est peut-être pas les mêmes choses qui vont t'apporter du succès Bantam où tu vas devoir t'adapter de Bantam à Midget, de Midget à Junior, puis de Junior à... Tantôt, on a parlé de Nicolas Roy. Tu sais, Nicolas Roy, c'est un gars qui a été surclassé lui aussi comme toi à 14 ans, Midget 3. Il était un choix de 4e ronde dans le pro. Là, il est en train de s'installer, mais Nicolas, c'est parce qu'il adapte sa façon de jouer, puis il est capable présentement d'être versatile. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, ce qui fait en sorte qu'il se trouve une niche là, présentement dans la Ligue nationale. Mais toi, tu vois ça comment? Puis la semaine passée aussi dans l'émission, le hockey, des fois, tu as dénaturé, là, le power forward, l'implication physique, même les combats. Mais comment tu vois toute cette sphère-là, l'identité du joueur, la spécialisation en bas âge, jouer à telle position? C'est très large, là, ce que je te... c'est... ton opinion. On va appeler ça une question à développement. Exactement. On va commencer à quelque part, puis on va finir à quelque part. Oui, c'est ça. Mais non, moi, je trouve que... Je trouve que c'est... puis je trouve que la semaine passée, le message qui est sorti de ça beaucoup... Il n'y a personne qui m'a dit, Dom, tu m'as jamais dit, va être lui l'autre bord. C'est pas ça, puis je veux que le message soit clair là-dessus. C'est pas. Personne ne m'a dit, va être lui, fais-y mal. C'est jamais ça. C'est pas ça la réalité de la patente. C'est juste que moi, dans une game, normalement, j'aurais fini avec 2 mises en échec. J'aurais fait autant de hits que mon frère, mettons. Mais à cause de ma charpente, il fallait que j'en aille 5 fois plus que lui. Mais la réalité fait que c'est pas mon style de personne, c'est pas mon style de joueur. Puis je le prends aujourd'hui, ma réalité, puis ma situation, puis j'en parle souvent aux joueurs. Je trouve que tout ce qui est violence dans le sport,
tout ce qui est mise en échec part de la philosophie puis de la façon dont elle l'éduque. Tu sais, au vrai final, là, la mise en échec, c'est pour prendre possession de la rondelle puis couper la vitesse de ton adversaire. C'est ça la vraie patente de la mise en échec. C'est pas de l'étamper dans la bande de l'autre bord, c'est pas d'essayer d'y faire mal. Puis à partir du moment qu'on va montrer cette philosophie-là à un bas âge, je pense qu'on va faire progresser la game, puis on va enlever beaucoup des problèmes de tête, on va enlever beaucoup des problèmes de commotion, ces choses-là. Donc, moi, de mon côté, je pense que je pense que comme joueur de hockey, tu dois te connaître ton identité, ton style de jeu, puis ton ADN, c'est quoi. Mais je pense aussi que tu dois être capable d'évaluer quels sont tes atouts. Je pense que ça, c'est deux affaires qui sont différentes. Moi, je pense que j'étais un scoreur de goal. J'étais un gars qui était bon autour du filet. Je pense que mon jeu physique était de gagner mon espace en avant des nets, de mettre mon gros derrière devant le goaler, de protéger ma rondelle dans le coin, de la monter à défense. Je pense que mon jeu physique, c'était plus ça que d'étamper un gars dans la bande. Je pense que c'est justement de connaître l'ADN puis de connaître tes atouts et beaucoup plus que juste dire va ramasser le gars puis c'est ça ta job. Tu sais, je pense qu'il y a un certain entre-deux à faire. Puis moi, c'est là que ça a été le plus difficile, c'est ça. Tu sais. Moi, quand on m'a mis avec le Wild, là, on n'a jamais parlé de mise en échec. Là. Tu sais, il y avait Clutterbuck, puis il y avait leur gars qui finissait leur mise en échec. Puis c'était si tu as une mise en échec qui est là, qui va faire progresser et qui nous donne l'opportunité de récupérer la rondelle, pourquoi on ne le ferait pas? Tu sais, j'ai même essayé Midget 3 quand je coachais. J'ai dit à mes joueurs, on enlève la mise en échec. Je me souviens, une série de temps, on a dit, on enlève la mise en échec. Je veux que le F1 il progresse, puis au lieu de finir ton hit, perdre ton speed, continue donc ouais, sur le D2D, va chercher le puck l'autre bord. Je peux te dire qu'on était dans leur face, puis ça amenait une mentalité différente. C'est des choses qu'on essaye, puis c'est de voir l'impact en tant que. C'est juste ça, moi, je pense. C'est d'avoir la philosophie du but premier de la mise en échec. C'est quoi? Le but premier des bagarres qui s'en vont, qu'il n'y en aura plus, on s'entend. Mais c'est juste, je pense qu'à partir du moment qu'on va éduquer ça à nos 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans qui montent, bien, on va avoir réussi à amener la roue de l'autre bord, puis on va avoir réussi à baisser beaucoup de violence puis beaucoup de blessures. Fait je ne sais pas si j'ai répondu à, à 5 % de la question, mais. Je pourrais même rajouter à tout ça que heureusement, ça change de plus en plus. C'est moi, quand je jouais, exemple, Bantam de A, là, moi c'est ça, je gelais tout ce qui bougeait. Puis maintenant, tu apprends à la mise en échec à séparer justement le but premier de la mise en échec, séparer le porteur de la rondelle. Puis maintenant, on le montre de plus en plus en rentrant dans les gants avec tes hanches. Et non, même pas de geler le gars. Là. Tu rentres devant les hanches, devant les gants. Tu es supposé de prendre la vitesse. Ouais. La mise en échec, tu n'es pas supposé d'être arrêté après ton hit. Là. Quand tu finis le hit puis il tombe assis de même le gars puis toi, tu es arrêté, là, en quoi tu fais progresser la game de hockey, très honnêtement? Là. Quand tu finis le gars sur le bord de la bande, tu l'emmènes avec toi puis tu progresses puis tu continues avec le puck. Tu viens de prendre un méchant avantage sur ton joueur. Non seulement lui, il arrête, non seulement tu es dans ses jambes, c'est fatigant, mais toi, en plus, tu progresses, tu prends de la vitesse. Fait que moi, je pense que c'est juste le message en arrière du documentaire, c'était ça un petit peu. C'était juste de connaître l'ADN et les atouts du joueur. Mais je pense que l'ADN doit être en avant. Puis le joueur. Les wrap-around, les delays, tout ce qui est autour du filet. Moi, c'était ça mon jeu physique plus. Puis où ce qu'on m'a dénaturé, c'était de finir le gros hit parce que j'avais une grosse shape, puis j'étais pesant, puis je faisais mal. Puis quand ça faisait kaboum, ben, le centre Marcel Dion, il levait en tabarouette, puis ça mettait de l'ambiance, puis ça changeait une game. C'est ça pareil. Mais est-ce qu'au final, c'était ça je me voyais plus souvent scorer un gros goal que faire un center ice hit, mettons. T'sais. Ben oui. Puis tu sais, là-dedans, c'est là encore une fois qu'on tombe. C'est quoi les besoins? T'sais, ça répond à quel besoin? Puis ça répondait à un besoin marketing. Mm-hmm. Autant junior que quand tu étais avec le Canadien. Oh ouais. Le Canadien aussi, là, ça répondait à du marketing. Hey, on a le Québécois qui est gros, qui est dur, puis qui frappe, puis on aime ça. Là, t'sais. Rivalité avec Shawinigan, puis Christy, on avait des stratégies de dire qu'on place le puck en zone offensive, puis on veut même pas être premier sur le puck, on veut que ça soit l'autre ball qui en ramasse, puis tu te souviens? Oui. C'était le même. Ah oui.
Puis ah ouais, le set de tombe, puis après ça, on va jouer au hockey. Tu sais. Moi, j'étais content. Là. C'était pas voulu de laisser le gars là avant moi. Là. C'est moi qui le demandais. J'aurais aimé ça de l'avoir. Ça me fait penser. J'ai une histoire là-dessus sur un coach qui dit... tu dis, c'était le coach qui demandait ça. Fait qu'on s'en va. On était avec le Wild contre Saint-Louis. Puis là, David Backes, il était fatigant avec nos scoreurs. Il était tout le temps sur replay, caillez-vous. Puis là, je m'en vais le voir. Puis je suis pas un bagarreur, mais là, c'était juste jouer sur le trio avec les deux boys. Puis là, il les lâchait pas. Fait qu'à un moment donné, je suis comme. Puis là, je m'en vais au face-off, je vais le voir. Il lâche les deux boys assis. Excusez, veux-tu qu'on y aille? Fait que là, il me dit non. La période finie. Fait que là, le coach rentre dans la chambre, justement. Tu sais ce que tu dis? Il dit là, les boys, Backes, là, arrêtez, là, laissez-les jouer. Puis je veux pas personne qui se batte avec. Puis je veux pas de niaisage, blablabla, tu sais. Fait que là, je m'en vais sur mon face-off, starting face-ff à la troisième période. Lui, ça fait 20 minutes. Là, il te le demande. Lui, ça fait 20 minutes qu'il est dans sa chambre. Il est comme là, je vais y en donner une, là, ça va finir. Non. Fait que là, il est joueur de centre, il tasse le joueur, il s'en vient à l'aile à côté de moi, il se place, puis il est comme. Tu voulais y aller, là, c'est là qu'on y va, tu sais. Le coach, je veux pas. Coach, je veux pas. Là, il est comme, de quoi tu veux? OK, man, le coach, je veux pas. Là, je reviens au banc, tu sais, puis là, le coach, il dit, hey, good job, t'as vraiment fait ça pour l'équipe, t'as gardé ton sang-froid. J'étais comme, non, j'avais juste la chienne. Ça me tentait pas. Ah oui, ça te tente pas d'aller avec. Ah non. Mais tu sais, c'était ça, là, tu sais, puis comme là, vendredi, là, je vais probablement... TVA, ils ont fait quelque chose avec des tops. Ouais, c'est malade, ça. Non, puis avec Mathieu Sainte-Marie, puis là, Marc-André Perrault, il m'a demandé, mais qui est Dave Morissette, tu sais, puis Marc-André Perrault, il était un peu mal à l'aise quand on s'est parlé parce que, tu sais, il dit, mais, tu sais, je veux pas te mettre dans l'embarras, puis tout ça. Dans l'embarras de quoi? C'était comme ça. C'était comme ça. Dans le temps. Écoute, je regrette pas ce que j'ai fait, tu sais. C'était comme ça, la game, elle jouait de même, il y avait la rivalité. Si je faisais encore ça aujourd'hui, là, je ne serais pas bien. C'était pas là. Évolue, à un moment donné. C'est plus là. C'est plus comme ça. Mais c'est marketing aussi, tu sais, ça revient à ce qu'on dit. C'est marketing. Nous autres, là, je me souviens, puis tu sais, moi, je suis arrivé en novembre 2003, tout était là à 16 ans, on jouait à peu près devant 1000 personnes. Ouais. Puis ça s'est mis à monter quand on a embarqué une game, tu sais, les Vultures, c'est un guerrier, puis on va aller à la guerre, puis là, à un moment donné, tu sais, Mathieu Sainte-Marie, puis Chas Johnson, puis Hawaii par là, puis il y avait des stage fights, puis on donnait un speed show, là. Oui, mais là, tout la danse à Chas à la fin de la game. Danse à Chas, puis moi, grimper sur la borne avec un Ray Nickerson de Victo, puis tu sais, les affaires-là. Tu sais, aujourd'hui, voyons donc. Je suis capable, de toute façon, de grimper sur la borne, moi, je comprends. En tout cas, d'après moi, tu n'as pas les mêmes habits. Moi, ils me font plus. Mais tu sais, puis toi, ben là-dedans, comme tu dis, tu étais confronté à... Tu avais des atouts pour le marketing, puis tu sais, te faire lever ça. Mais à un moment donné, toi, peux-tu juste aller en avant du net puis scorer des goals? Là, ben oui. Ouais, laisse-moi tranquille. Là, mais tu sais, mais encore là, on en revient souvent. C'est la même affaire. Bon, le draft de la Ligue nationale, un rôle dans la Ligue nationale. Là, c'est la business, puis l'argent, puis le marketing. Ça, souvent, le joueur est confronté à se dénaturer ou à faire des choses, des fois, qui ne seraient pas... Mais tu sais, une des raisons que... Tu sais, quand tu me posais la question tantôt, quand j'ai joué à 19 ans, je pense que mesurer 5 et 8, je ne jouais pas à 19 ans dans la Ligue nationale. J'ai joué à 19 parce que dans ces années-là, les gros bonhommes physiques qui étaient capables de prendre sa place, c'était important. Fait que moi, je pouvais me retrouver un soir, Alex Tanguay, il a mal à l'orteil, ben c'est moi qui rentre, puis je peux faire une game. Sur 82 games à 19 ans, je pense pas que j'aurais fait 75 points à 19. Mais j'aurais été capable de leur donner un 20 games avec un 10 points, un 8, un 12 points. J'aurais été capable d'emmener ça puis de faire un 40, 50, 60 games. Ça à 4, ça à 3, avec 10-12 minutes, rentable, qui est physique, que le gars de 5 et 8 ne pouvait pas faire. Fait que je pense que ce côté-là, cet atout-là m'a emmené justement au surclassement, au fait de jouer à 19 dans la Ligue nationale. T'sais. Justement, en parlant de surclassement, mettons que tu aurais le pouvoir de pouvoir revenir dans le temps. Est-ce que ce serait quelle année que tu aimerais revenir, disons, puis pourquoi que tu aimerais revenir dans cette année-là, disons? Revenir pour refaire ou revenir parce que j'ai... Mettons, si tu avais quelque chose mettons, tu pourrais revenir dans le temps pour changer une affaire. Changer? Oui. Mettons, tu ferais différemment ou tu aimerais vivre ou... puis pourquoi? Moi, honnêtement, ça serait l'année que j'ai signé à Ottawa.
c'est niaiseux, mais ça serait l'année que j'ai signé à Ottawa parce que le Wild, j'ai joué 54 games sur à peu près 260 games sur mes 3 ans avec le Wild. J'ai joué une année complète, puis après ça, j'ai été blessé tout le temps. Puis je revenais de blessure, puis il me disait ben non, t'es un gars d'NHL, tu rentres dans le line-up. Après ça, je me suis reblessé. J'ai joué 11 games ma 3e année là-bas. Ils m'ont quand même réoffert un contrat. Ils m'ont dit on pense encore que tu peux guérir, puis tu peux repartir. Puis là, ça faisait 3 ans que je me blessais. Puis là, je me suis dit je vais changer d'environnement, je vais aller créer, je vais repartir à neuf. Mais pourquoi faire ça quand tu as quelqu'un qui a confiance en toi, qui te pousse dans le dos, puis que ça fait 3 ans, là-dessus, je trouve que j'ai manqué, puis c'est rien contre Ottawa, là, je ne suis pas en train de dire rien contre Ottawa, j'ai manqué de loyauté. Puis moi, ça, je regrette aujourd'hui ça, d'avoir manqué de loyauté envers ces personnes-là qui ont cru en moi puis qui ont fait que j'ai eu la carrière que j'ai eue puis l'opportunité que j'ai eue. Fait que j'avais une année à dire, je reviens en arrière, je signe ce contrat-là, je reste avec mes chums avec le Wild, puis justement, j'utilise peut-être des psychologues, j'utilise peut-être le GM, le coach, on discute, on travaille ensemble sur des façons de ramener, parce que je veux pas 3 ans blessé au niveau mental, c'est tough, là. Essayer de reprendre confiance, essayer de remonter, mais justement d'utiliser les atouts puis la confiance que le monde avait en moi là-bas, c'est ça que je referais. Je reviendrais puis je serais loyal avec le monde qui m'ont tapé dans le dos pendant toute ma carrière. Si tu reviendrais, mettons, tu aurais le choix de revenir dans le hockey mineur dans une de tes années, disons, pour soit te dire hey, j'ai manqué Bantam, j'aimerais peut-être ça y aller pour apprendre. Non, je pense qu'à ces âges-là, mon surclassement à 14 ans, je suis d'accord à ce jour, je pense qu'il était valable. Je pense qu'il était valable. J'avais des choses que. J'étais un style de joueur, puis c'est très humblement que je le dis, qu'on ne voit pas souvent, dans le sens qu'il y avait le package complet, dans un sens qui était quand même là. Donc, dans le hockey mineur, non, j'ai eu des super belles années. J'ai eu des coachs super le fun. J'ai vécu des super beaux trips. Fait il n'y a pas vraiment d'années midget ou plus bas que je changerais pour faire les choses différemment. J'ai vraiment eu un beau parcours avec du bon monde qui voulait bien faire. Là. Guillaume, il y a une question de Benjamin Savard. Dans ta structure avec les riverains, là, comment tu procèdes pour faire comprendre cette mentalité changeante aux parents de ton organisation sur le fait de permettre plus de risques offensivement? Tu as sûrement eu à vivre des parents qui essayaient d'overcoacher vos façons de faire. Bien, tout passe. Mes entraîneurs normalement, ils ne parlent pas aux parents. Tout passe par moi, tout passe par ma philosophie, ma vision que moi, je vends aux entraîneurs. T'sais. Fait que, puis j'en ai eu des problèmes quand je coachais. Il y en a eu des parents que c'est venu à une limite où ce que le père, il ne comprenait pas. Puis je me suis assis avec. Puis moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est quand vient une situation critique, là, pas parce qu'il chiale sur un temps de glace ou parce qu'il chiale, peu importe. Mais quand il y a une situation qui est critique, puis tu sens que ça peut nuire aux jeunes, au final, au final, c'est le jeune. Que le père baboune, que le père m'aime pas, ça ne me change rien. Mais que le jeune régresse ou que le jeune ne soit pas heureux ou que le jeune, ça, c'est un problème. Puis, il y a eu une situation, mais je me souviens très bien, dans le temps, quand je coachais, mon GM m'a dit veux-tu parler. Le père, ça ne marche pas. Là, il dit veux-tu parler aux jeunes Je dis pas de problème. Je dis fais juste dire au père que quand il va s'asseoir sur la chaise, c'est peut-être pas ce qu'il veut entendre. Parce que moi, ma façon de penser, c'est pas sa façon de penser. Puis la façon qu'il voit son jeune, c'est pas la. Puis j'ai pas l'exactitude, là. Je prétends pas dire j'ai la raison, puis vous avez tout tort. Mais pendant que je t'en passe, j'ai raison de la façon que je veux le gérer puis que je veux le faire. Fait à partir du moment que quelqu'un me met en place pour gérer un programme, ben si tu viens t'asseoir et tu me challenges mon programme, j'ai pas de problème. Mais au final, il faut que tu comprennes la vision, puis où est-ce qu'on s'en va, puis le projet qu'on a. Puis la plus belle chose que j'avais faite, ma dernière année, Midget 3, j'avais quand même quelques 15 ans, puis on avait rencontré chaque parent puis chaque jeune avant le début de saison. Puis on avait dit, voici le projet qu'on a avec votre fils. Bon, ton gars a 15 ans, nous autres, on voit un projet de 2 ans. Fait que viens pas me voir dans 2 mois et me dire, crime, mon gars, et il joue pas en fin de match. Oui, mais si je le mets en fin de match, ton gars, là, bien, ça se peut qu'il se fasse carrer. Ça se peut qu'il perde confiance. Mais fais-moi confiance, dans 3-4 mois, il va être capable d'y aller. Puis je pense que c'est juste que le parent comprenne qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Là. On a un plan, puis on a une progression, puis on a une vision, puis on a justement... Si j'arrive aujourd'hui avec un plan qui est comme ça,
Ben, c'est parce que j'ai mon frère qui a joué dans du hockey professionnel, j'ai Steve Larouche qui a joué dans la Ligue nationale, j'ai Michel Perriard qui a joué du hockey professionnel, j'ai Pascal Trépanier qui est skills coach, qui a joué dans la Ligue nationale, qui a joué en Europe. Tu sais, j'ai un bagage, mais je m'entoure de gars de qualité qui nous challenge, puis qui nous emmènent des visions, puis des choses qu'ils ont vues à travers le monde. Je ne fais pas juste dire, OK, c'est quoi qui se passe au hockey mineur de Candiac? Tu sais, je regarde ce qui se passe à travers le monde, je regarde les visions, je regarde ce qu'ils ont pris, puis on essaie d'emmener ça dans un programme qui des fois, c'est pas ce que Hockey Québec voudrait. Là. On s'entend, là, il y a des façons de faire qui ne sont pas comme standard. On est beaucoup à l'européen, beaucoup dans le développement, dans le jeu, dans des espaces restreints, dans des choses comme ça. Puis c'est notre façon de travailler pour nous autres. Puis tant aussi longtemps que je suis en place, ben, c'est la vision qu'on a, puis c'est ce que le collège endosse, puis c'est ce que mes coachs, on a tout fait ensemble. Parce que moi, je ne crois pas à dire bon, les boys, c'est moi qui est en place, toi, tu vas faire ça, tout, tu sais. Toi, tu aimerais quoi? Toi, tu veux quoi comme joueur? Toi, tu veux quoi, Midget 3 comme parfait, on s'en va avec ça. Toi, l'espoir, tu veux pack, pack, pack. On monte les saisons, puis on y va de même. Puis on a un programme, on a un projet qui est bâti. Fait que le parent qui veut me challenger là-dessus, tu viens challenger 10 gars qui ont joué professionnel, puis qui ont des visions différentes, puis qui ont une philosophie différente, qu'on a mis dans le même sac, puis qu'on travaille ensemble en équipe. Fait que tu peux venir, mais je pense qu'au final, tu vas comprendre que c'est pas juste un power trip de on fait ça de même puis c'est tout. On a eu des discussions, des meetings puis des rencontres. Là, et, on parlait même aussi niaiseux que ça peut être de se louer des glaces en coach parce que c'est toi, je prends un slap shot de la ligne bleue. Toi, t'es-tu block shot ou t'es box out? Il y a des visions bien différentes là-dessus, mais là, t'es 10 coachs autour de la table à discuter, puis ça, c'est un point technique de base assez loin. Là. Mais c'est ça pareil, comme organisation, il faut que tu te challenges pour avoir le même message. Parce que si ton coach Bam-Tam, il dit « Moi, je suis box-out », puis ton coach Midget Espoir, il dit « Moi, je suis block-shot », tu t'en vas où avec ça, tu sais? Fait que c'est tous des points comme ça qu'il faut que tu mettes dans le bagage, puis que tu prends ce que tu essaies de trouver pour que tout le monde soit heureux, bien que tout le monde puisse l'éduquer comme du monde. Je pense que c'est ça l'important, que tu aies des mots-clés, que tu aies une vision, que les jeunes sentent une synergie entre les entraîneurs. Puis quand tu as ça, je ne vois pas comment un parent peut challenger. Je ne vois pas quelqu'un peut venir me challenger sur des décisions quand on a tout le monde ensemble là-dessus. Les seules places, c'est le temps de glace. Puis moi, le temps de glace, ça devrait être... tout le monde devrait avoir l'opportunité de jouer. Puis tout le monde devrait avoir l'opportunité de shiner. Fait on ne devrait pas en avoir de problème en tant que tel. Là, fait que merci pour ta question. Désolé si ma réponse était longue, mais... Non, mais finalement ta réponse, s'il y a des parents qui challenge, ben, quand on a un plan puis qu'il y a un travail d'équipe pour l'avoir réfléchi, le plan, puis pour l'exécuter, ben, ça va de soi. Vous avez pris cette décision-là, puis vous avez pris les décisions pour le besoin, le bien-être des jeunes puis de leur développement. Mais si à un moment donné, ben là, moi, je pense que mon gars, tu devrais le faire jouer comme ça, ben là... C'est comme quand, un autre exemple, quand un parent vient me voir, elle tombe. « Hey, mon gars, c'est un défenseur. » Ouais. Ben, peux-tu me lâcher, s'il vous plaît, là? Mon gars, c'est un défenseur. Mon gars, c'est un allié. Mon gars, c'est un centre. Oh, oui, c'est beau. Il fera une game au centre, mais ça ne me dérange pas qu'il y ait la défense aussi. Tu sais. Ouais. Apprendre la vision du défenseur, apprendre que quand il fait le turnover sur la ligne bleue, là, puis qu'il met le défenseur là, flat foot, là, puis que l'autre il rentre full speed, puis il a l'air épais, là, c'est quoi? Parce que peut-être une fois que tu t'es fait burner 3-4 fois, là, ben, tu vas dire ouais, OK, je vais peut-être faire attention à mon turnover, puis je vais faire attention à mon geste, parce que là, je viens de comprendre que c'est quoi que l'autre il vit en arrière. Tu sais, on met les jeunes dans des. C'est un centre, c'est un allié, c'est un défenseur. Ben, voyons, là, arrêtons. Là, tu sais, il peut jouer partout, puis vas-y. Là, puis, tu sais, c'est drôle, quand j'avais été voir mon frère en Autriche, je pense. Eux autres, comment ils fonctionnaient, je pense, jusqu'au Pee-Wee. Quand ça buzz, les 5 gars s'en vont sur le bord de la bande, tu t'assis, les 5 premiers, les 2 premiers, c'est des défenseurs, les autres, c'est 3 attaquants. Tu fais ton jeu, ça buzz, tu vas sur le bord de la bande, puis ça roule de même, pas de position, puis ben, tu développes des joueurs de hockey, puis tu développes, tu sais, un IQ, là, ça se développe pas juste comme allié gauche, il faut que je l'aille essayer, le positionnement dans le D-zone, il faut que j'aille essayer le positionnement du défenseur. Je ne suis pas un défenseur, là, on s'entend, là. Je pivote pas de la droite, là, tu sais, on parle de parler, mais je veux dire, de comprendre c'est quoi le rôle du gars, puis je te dis pas de le mettre là pendant 25 games, mais au moins de l'essayer, puis de prendre l'opportunité, puis le feel, puis de faire des exercices. C'est combien de fois qu'on voit ça, des exercices? Défenseur d'un bord, puis je suis d'accord que les defs avant, il y a des spécialités à faire, mais des exercices où un attaquant va aller patiner du reculon, combien de fois qu'on voit ça? C'est très, très rare, mais c'est tellement important.
Tu sais jamais, tu arrives, le gars il arrive, tu es flat-foot un peu, il faut que tu découpes ta glace, tu viens chercher, tu reach, tu patines devant avec ton bâton, mais là, ça se peut qu'il faut que tu veilles du reculon. Si tu n'as jamais pratiqué ça comme attaquant, comme F3, t'es fait. Mais, ah non, c'est les défenseurs patinent du reculon. Ou puis même les défenseurs, ah non, les défenseurs, ça patine juste du reculon, on ne patine pas d'avant. Mais je m'excuse bien, mais on patine quasiment plus d'avant que du reculon aujourd'hui dans le hockey. Là. C'est les affaires, tu sais. Fait je trouve je trouve qu'on a besoin d'une évolution. Là. On est rendu là à se remettre en question sur bien des principes de la game. Puis, justement, avec vos intervenants que vous aviez là, dans votre vidéo de départ, j'aimerais ça les asseoir, voir toute la gang ensemble et faire un talk. Daniel Jacob, là, c'est très du temps, là, Guillaume. Je sais que tu es occupé. Là, mais je l'ai écouté l'autre fois un peu, Dan, avec ses vidéos. Il est vraiment intéressant. Bon en tabarouette. Là, puis justement, le thinking d'aller jouer à la défense, ça va t'aider comme attaquant plus tard aussi parce que tu comprends comment il se comporte, le défenseur. Tu vas comprendre quel espace utiliser, comment le battre, parce que tu es capable de comprendre comment il pense, puis c'est vice-versa. Je trouve qu'aujourd'hui aussi, on est juste là, axé sur la vitesse. Là, up and down. Oui, mais il y a un moment pour être full speed, il y a un moment pour être en évaluation, il y a un moment pour être en lecture de jeu. Je trouve qu'on fait régresser l'intelligence de la game dans nos façons d'éduquer le hockey. Je trouve qu'on se trompe royalement là-dessus. Je vais parler du Québec, là, mais je trouve qu'on se trompe royalement là-dessus dans la façon d'emmener la game, de l'évaluer, de l'éduquer. Je trouve qu'on prend du recul. Hey, je vais aller me chercher une autre bouteille d'eau parce que là, je commence à avoir la salive. Phil passe une question, c'est toi qui as approché. C'est bon, je pense. Hey, il y en a un qui parle au Cap-Breton. On avait les duos de fête avec Davis, Moffat, Tremblay, Petitcoué. Guillaume, ça va y rappeler des beaux moments. Là. On parlait des bagarres. Moi, je répète pour le concours, ceux qui viennent peut-être d'arriver, là, vous avez la chance ce soir de gagner un bâton Bauer Vapor Flylight. Tu dois partager le live, liker le live, puis répondre à une question. C'est le nom plutôt d'un des cofondateurs de iCoach Hockey League qui a joué avec Guillaume Andromon, qui a été surclassé lui aussi à 14e Midget 3. Puis si vous voulez avoir son nom plus facilement, allez sur www.icoachhockeyleague.com, vous scrollez, puis il est en bas là, sa photo avec son nom. On fait toujours tirer ça dans les 2 prochaines semaines. Parce que notre prochain live, en passant, 28 décembre avec Max Talbot, pour parler tantôt, Guillaume, tu nous as montré ta bague là, du championnat mondial junior. Ça va être ça avec Max aussi. Là. On va parler parce que ça va être dans le tournoi, ça va être d'actualité. Le tournoi va jouer, puis là, on a un Québécois qui a fait 2 Québécois aussi avec le gardien de but. Là. Je l'oublie souvent parce qu'il est aux États-Unis, mais on a 2 Québécois avec l'équipe Canada, mais c'est encore souvent la polémique. Les Québécois sur l'équipe Canada, il n'y en a pas, puis ils ne nous aiment pas. Puis moi, je peux vous dire une affaire. J'ai hâte de voir Max qui va nous dire par rapport à ça, son expérience, comment il a vécu ça, puis tout ça. Mais moi, André Tournier, là, le coach, c'est mon chum. Là, et c'est mon chum. Ça fait longtemps qu'on a coaché ensemble. On se connaît, on vient du même coin. Avant qu'il y en ait qui me disent qu'André Tournier, il n'aime pas les Québécois ou il ne voulait pas de Québécois ou il ne s'est pas battu avec. Je le sais, là, à un moment donné, il faut que tu fightes, là, mais André Tournier, fighter, ça fait pas mal partie de sa personnalité. Là. C'est ça. Et ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont à être là. Puis lui, il a pensé pour le bien du Canada, puis qu'ils viennent de l'ouest de l'Ontario ou du Québec. Là, c'est pas, en tout cas, c'est la première fois puis Max, il va sûrement en parler, là. Puis moi, je l'ai vécu. C'est la première fois que tu fais face pour des. On s'entend, là, c'est tous les meilleurs joueurs au Canada. Là. Des joueurs de hockey. C'est la crème de la crème. Là. Nous autres, on se concentre sur. Puis c'est triste. Là, je pense à Hendrix Lapierre, des Sam Poulain. Ces gars-là, c'est extrêmement triste. Mais c'est la première fois que tu es confronté à devoir évaluer ton rôle. De dire OK, à Sherbrooke, moi, je suis un gars de premier trio. Je joue 22 minutes par soir. Je suis powerplay, je suis en fin de game. Puis là, il faut que peut-être je joue ça à 4 à 7 minutes, puis que je bloque des shots, puis que, mais tabarouette, puis eux autres, ils évaluent c'est qui est prêt à le faire dans le short term. C'est qui, en 2 semaines, peut virer sa switch puis devenir ce gars-là. C'est exactement ça. Je fais juste donner un exemple. La première année que je suis arrivé avec travailler pour Pat Brisson, avec CIE, on était moi et André Ruel.
Puis on s'en va, puis on a 2 défenseurs qui sont au camp. Puis le camp, il avait joué des matchs à Montréal, là, dans le camp de l'équipe Canada. Il avait joué des matchs contre une équipe universitaire. Fait qu'on était là, c'était à Blainville. On a Jérémy Lauzon puis Samuel Girard. Fait que André, il dit, je m'occupe de Sam, tu t'occupes de Jay. Elle a donné du feedback, puis là, on parlait à Dom Ducharme, Joël Bouchard, nous donnait aussi, OK, comment ça va, fais attention à ça, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, après 3 jours, j'ai dit à André, j'ai dit, Sam Girard, là, il va jouer dans la Ligue nationale, ça ne sera pas trop long, là, mais d'après moi, il ne passera pas, ou ça va être tough, mais Jay Lauzon, je pense qu'il va passer. Parce qu'ils n'ont pas de shutdown pour tuer les punitions. Dans ses caractéristiques à lui, il y a moins de trafic. Fait que j'ai dit, en tout cas, on gage-tu, là? J'ai dit, toi, tu t'occupes de Sam, moi, je m'occupe de Jay, mais l'histoire, si je raccourcis un peu l'histoire, Jay a fait l'équipe. Il a fait l'équipe, puis cette année-là, ils ont perdu, ils ont remontré à la game là, cette semaine, ils ont perdu en fusillade les États-Unis en finale. Ils ont gagné la médaille d'argent, puis Samuel Girard n'a pas fait l'équipe. L'année d'après, Sam Girard jouait dans la Ligue nationale. Il n'a pas fait l'équipe Canada, puis l'année d'après, il jouait dans la NHL. Parce que dans le contexte, il y avait d'autres défenseurs. Il y avait Thomas Chabot, puis il y avait d'autres gars, là, des puck-moving defensemen. Puis eux autres, ils avaient évalué qu'ils avaient plus besoin de Jay Lauzon pour le short term pour s'assurer de gagner des games de hockey. Fait que ça ne veut pas dire que tu es un moins bon joueur, que tu n'es pas bon. C'est un contexte, puis c'est un contexte super particulier. Ben oui. Il faut savoir. Puis là, moi, quand on tombe dans les Québécois, ils nous aiment pas, puis patati patata. Là, c'est peut-être que des fois, c'est comme dans n'importe quoi. Il peut avoir une vibe, là, il peut avoir du pushing, comme dans n'importe quoi. Mais j'ai hâte de voir Max Talbot ce qu'il va nous dire aussi par rapport à ça. Si le Québécois domine, là. Il va le prendre. Si le Québécois il a sa place puis il pense que dans le rôle qu'ils veulent, il est meilleur que l'autre, ils vont le prendre. C'est clair. C'est tout simplement ça. Fait que, non, c'est... Fait que, dernière question. Tu l'as dit un petit peu tantôt, mais les bagarres. Puis même, là, tu peux le décortiquer si tu veux, junior, hockey professionnel, ou tu peux mettre tout ça dans le même ballgame si tu veux, mais ça a-tu encore sa place? Oui, non? J'ai sorti souvent en disant non, dans le sens que je pense qu'on est rendu ailleurs en 2020, mais j'ai toujours un 5% de moi qui reste pareil. Je pense, puis ça revient encore à ce que je disais tantôt, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas l'éducation puis la philosophie aux jeunes, le combat, il faut que tu sois capable de répondre de tes actes puis de savoir, quand tu poses un geste sur la glace, qu'il y a une conséquence. Puis, est-ce que la conséquence doit venir des suspensions, des arbitres? Oui, la tape sur la gueule, c'est sûrement la dernière solution qu'on doit prendre, là, ça, je te le donne, mais il faut trouver une façon d'avoir une conséquence à un geste qui mérite une conséquence. Puis que ça soit une suspension, que ça soit peu importe. Il faut trouver une façon de changer notre éducation, notre philosophie là-dessus pour ramener que, justement, quand tu vois le numéro du gars, tu le frappes pas de dos. Quand tu sais, là, d'emmener une philosophie puis d'emmener ça plus loin que le but, c'est d'avoir le puck puis de la mettre dedans. Quand même bien que je gèle le gars, je n'ai pas le puck, ça ne fait pas un but. Fait que c'est juste d'emmener l'éducation. Puis quand l'éducation va être rendue à un niveau qu'on va comprendre puis qu'on va voir le but du pourquoi, je pense que oui, je vais être favorable à l'abolition des bagarres. Tu n'as pas encore 100% confiance aux intentions de certains joueurs sur la glace. Exact. Tu n'as pas encore 100% confiance peut-être aussi à l'arbitrage puis que les préfets de discipline vont faire ce qu'ils ont à faire. Exact. Ah. Tu sais, si tu me dis c'est sûr que je te gèle de dos, c'est 5 games, parfait. Je suis correct qu'on enlève les bagarres. On n'a pas besoin. C'est ça. T'sais. Moi, comme je te dis, je suis pour. Là... Ça, c'est autant le junior que le hockey professionnel? Ben, surtout le hockey professionnel. Ouais. Surtout. Puis, tu sais, aucun stage fight, aucun rien de ça. Là. C'est une bagarre dans le feu de l'action parce qu'il y a eu un geste qui mérite quelque chose. Mais encore une fois, le jour qu'on va me prouver qu'il va y avoir des suspensions adéquates, on n'en a pas besoin de combat. On n'en a pas besoin de combat. La réponse, c'est non. Ouais. Mais la réponse, c'est non. Mais en ce moment, je ne pense pas qu'on est rendu là encore dans certains aspects de la game. Le hockey junior,
c'est des jeunes mineurs, la testostérone dans le plancher. Oui, si on peut les abolir, le cerveau n'est pas encore à 100%. Il y a tellement de choses qui le démontrent, puis je pense qu'on peut trouver une façon de justement que les entraîneurs ensemble ou que la Ligue ou que peu importe, qu'on soit capable de protéger nos jeunes. Donc oui, au niveau junior, je suis d'accord pour les enlever. Au niveau professionnel, je ne suis pas encore prêt à dire à 100% qu'on doit faire l'abolition des bagarres. Ils en ont enlevé un peu, puis on dirait que moi, personnellement, quand je regarde des games de hockey, il y a encore plus de coups, sans dire salauds tout le temps, là, mais il y a plus de petits coups vicieux en arrière qui se passent puis qui sont comme pas punis. Fait que je sais pas, moi, si on enlève ça, les bagarres, exemple, ça en crée plus si justement il n'y a pas de punition, punition ou de suspension reliée à tout ça. Si tu n'as jamais grandi dans des bagarres, là, si tu n'as jamais vu ça et tu n'as jamais connu des bagarres, pourquoi tu penserais à te battre? Si tu le sais que tu n'as pas le droit, là. Exact. Pourquoi en Europe, tu envoies beaucoup moins de coups à l'eau, puis tu envoies beaucoup moins de plaquages dans le dos, puis c'est une éducation, puis c'est une philosophie, c'est juste ça, là. C'est la façon de le montrer à nos jeunes, le hockey, dès leur jeune âge, puis c'est quoi c'est le thinking au final, c'est ce que les adultes donnent aux enfants. Le jeune, quand il commence à jouer au hockey, si tu ne parles pas de bagarre, il ne se battra pas sur la glace. S'il dit que c'est interdit, il ne se battra pas, puis ça va finir là. Après la première fois qu'il le fait, là, dans le novice, qu'ils font un petit casse-gant autour du filet, tu lui donnes 2 games assis sur le banc, là, il va y penser la prochaine fois à le faire. Mais si tu l'éduques de même, puis tu reviens, ça va être effacé, puis il n'y en aura plus, puis on n'aura plus de problème. Puis s'il fait un coup salaud, là, puis c'est même pas la Ligue qui suspend, là, c'est son coach qui dit moi, ça c'est pas dans mon équipe, j'ai pas ça. Le jeune, encore, c'est bon, OK, c'est différent. Là, c'est l'éducation de tout le monde. Mais là, c'est son meilleur joueur. Là, je ne veux pas perdre la game. Hein. Ouais, mais faut arrêter arrêter de penser aux résultats. Il faut arrêter de penser à tout le monde vouloir monter. Ça revient à un joueur. Le coach qui mérite de monter, il va monter parce qu'il fait les bonnes actions, puis il fait les bonnes affaires, puis il se fait voir pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est exactement ça. Un jeune qui fait un mauvais geste dans le midget 3, dans le midget S, peu importe, c'est notre job de perdre la game à la limite. J'ai déjà suspendu 3 gars. Ma dernière game de l'année, mon premier trio complet, 3 gars. J'avais dit pas de cellulaire dans l'autobus. Je passe à côté, les 3 sont sur le cellulaire. Ben ouais, mais si tu penses au résultat, qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, mais là, il écoutait de la musique. Non, je lui ai dit pas de cellulaire. C'est pas de cellulaire, c'est tout. C'est simple. Il me semble dire, mais c'est ça. Si le gars, il donne un coup de genou, un coup de coude, ben regarde, moi, je te suspends une game, là, puis la Ligue, elle fera ce qu'elle veut après. La Ligue te suspend 3 games, mais ça sera 4. Là, tu vois, on vient de changer une philosophie et une mentalité. Je pense que c'est juste qu'il faut aller. Puis tu vois, ça, j'ai fait ça en début d'année avant que la saison finisse. J'ai direct fait ça avec mon équipe d'Amtam 2A. On n'avait pas le droit de contact, c'est du 4 contre 4. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, j'ai-tu le droit ça, de faire ça, puis ci, puis ça. J'ai dit non, tu n'as pas le droit, ça va pas y en deux. En plus de mettre ton équipe dans la merde, ben, tu es sur le banc de punition, tu ne sers absolument à rien. Fait que si tu mets ton équipe dans la merde de même, ben, tu passes une période sur le banc. Moi, je te fais ça. Ben, ça, c'est faut arrêter de voir le résultat. Le résultat va payer quand tu amènes les bonnes actions, puis tu amènes des. C'est dans tout, là, puis je suis aussi loin, des retards, faut leur montrer à un bas âge les règlements, puis la vision, puis faire des joueurs de hockey, ça se bâtit à tombe, ça se bâtit, puis oui, puis ça progresse, puis ça évolue. C'est juste de savoir, OK, puis oui, c'est jusqu'à où je peux aller au niveau de la réglementation. Le kid, s'il oublie son T-shirt pour s'entraîner, je ne le mettrai pas une période sur le banc. Mais le jeune rendu à 15-16 ans, midget 3, midget espoir, m'excuse, là, si à 15 ans, tu n'es pas capable de penser que tu as besoin de sortir ton chandail le matin, je pense que tu n'avais pas le focus à la bonne place. Fait, je pense que c'est d'évaluer ça puis d'emmener ce bagage-là, que le jeune, un jeune qui grandit dans une structure avec une philosophie, une vision, des règlements, il va juste les apprendre puis les emmener jusqu'au niveau. Puis le gars qui est midget 3 va juste avoir moins de job à faire puis ça va faire progresser. Il va avoir du temps de faire du hockey puis tout le monde va être meilleur. Je pense que tu l'as dit, vous l'avez dit, boys, là, c'est une question d'éducation, c'est une question de se responsabiliser comme entraîneur, comme dirigeant, puis comme parent. C'est comme ça. Et moi, je vous le dis, là, il y a des enfants qui se font suspendre à l'école pour quelque chose. Ça dérange moins que quand ils se font suspendre au hockey, là. Parce que le hockey, ça prend le dessus, puis ça prend de la place, puis on vient émotif, tout ça, mais moi je suis d'accord, si on en revient, les bagarres, la violence, les cheap shots, le jour où est-ce que les dirigeants, les entraîneurs puis les parents vont se mettre ensemble pour s'assurer que les jeunes se sentent safe sur la glace, que le hockey, il est intense, mais il est fair. On n'aura pas besoin de régler ça avec des tapes à gueule.
Moi, je peux pas. Puis moi, par rapport à mon opinion à moi, le hockey professionnel, c'est un autre ballgame. Là. Comme tu disais, Guillaume aussi, les gars, ils gagnent leur vie avec ça. Ouais. Puis il y a des enjeux. Puis il y a des fois, il y a des mental, intentions. il y a tout, là, C'est ça. passé, Antoine Roussel, il sait que c'est division canadienne, il a lancé une perche aux Canadiens, là, à Gallagher. Ça, c'est une game mentale. C'est correct. Et ça fait partie, c'est des adultes, c'est leur métier. Là. Ils ont un show aux autres à donner. Mais dans le junior, là, il y a 1% là, qui finissent par faire une carrière. Là, puis c'est même, tu le sais, là, Stifi, m'amener se battre sur des lames, là, tu pars, puis la tête te pète, puis voyons donc. C'est à main nue. Moi, je repense à des affaires qui s'est passées quand je coachais. On a été chanceux. On a été chanceux. Justement, à Sainte-Marie, là, avec Stravinsky. à Gatineau. Là. Ça, premier coup de poing, boum, t'es en commotion, mais l'autre, il continue à fighter. Puis nous autres, comment qu'on faisait ça? OK, ce combat-là est fini. Ah ouais, Charles Johnson contre Wetty, on continue. Puis voyons donc. Tu t'aimerais ça ton enfant à cette heure? C'est malade. C'est ça. Fait qu'on est ailleurs. Là, puis tout est. À cette heure, on ne peut plus se cacher. Personne ne peut se cacher. Tout est filmé, tout se dit, tout se parle. Puis là, on parle de sport, là. Mais c'est comme ça dans toutes les sphères de la société. Là. On ne peut pas se cacher personne. Il faut se responsabiliser comme parent, comme entraîneur, comme dirigeant. Il faut être des modèles pour nos jeunes. Puis on n'est pas parfait, puis je ne suis pas parfait, puis je fais encore des erreurs. Mais quand il va y avoir une vibe assez forte de gens qui s'en vont dans cette direction-là, comme tu dis, à un moment donné, la réglementation va prendre le dessus, le comité de discipline, puis d'attitude, puis nos jeunes vont être safe, puis ils ne penseront pas à... Puis de toute façon, ils y pensent de moins en moins, là, parce que les jeunes, c'est tous des chums. Là. Avant ça, tu arrivais sur un face-off. Toi, tu n'avais pas le droit là, de jaser avec l'autre à côté. Là. Alors, les gars, moi, j'étais un jaseux. Moi, les gars me donnaient de la merde bouillon, me criaient « Ferme ta gueule! » Mais ça a changé. C'est ça. C'est des chums à cette heure, mais c'est correct. Je pense que c'est... Moi, je pense qu'il y a une façon d'être chum et de challenger ton partner. Sans être obligé de se donner des coups de poing dans la face. Donne-moi le meilleur de toi, puis amène-moi le meilleur joueur que tu peux être. Donne-moi-le, puis je vais te challenger là-dessus. Là. Puis si tu gagnes, ben, moi, te serrer la main, puis that's it. J'ai pas besoin de te sortir le genou, de te sortir un coup pour gagner la game. Moi, te challenger one-on-one dans la game, puis that's it. Je pense que c'est l'éducation et la philosophie des adultes dans cette belle jungle. C'est ça. Un gros merci. Plaisir. Je pense que c'est très apprécié. Le but, encore une fois, nous autres, avec ce qu'on fait, nos plans de match, tout, c'est de donner de l'information, nos expériences, notre façon de penser pour essayer d'aider les joueurs, parents, coachs. Puis, très, très utile ton opinion. Puis, on va continuer de te regarder aussi à la Poche Bleue, puis à TVA en février. Yes, sir. Je suis content les parents, les messages, moi, c'est pour les parents. Là, c'est faites confiance au monde en place, puis arrêtez de remettre en question. T'sais, si ton fils revient à la maison et il a joué une mauvaise game, encourage-les à être prêt pour la prochaine. Dis pas le coach pas bon, t'as pas mis ça à la glace pour te... Non, regarde, t'en as joué une plate, puis prépare-toi pour la prochaine, puis sois prêt. Puis il n'y a pas un coach là, qui n'aime pas un jeune. On ne se dit pas, moi, Ricard, je ne l'aime pas, je vais le mettre sur le nom. Si Ricard, il me donne son plein potentiel, puis il est prêt à jouer, puis je le sens positif, il va l'avoir à la glace, puis il va l'avoir l'opportunité. Fait que les parents, votre job, c'est de taper dans le dos, puis de faire confiance aux entraîneurs en place, puis aux structures en place pour maximiser le potentiel des kids. C'est pas d'over-challenger, puis de vouloir voir la game. Tout ce que ça fait, ça mélange le kid, puis vous usez pas mal plus que vous l'aidez. Ça, je suis d'accord à 100%. Oh, ouais. Il doit devenir coachable, puis trouver une façon, puis je dis, à 99,9%, les coachs sont tous bien intentionnés. Ils ne sont pas toujours parfaits, mais il n'y a personne de parfait, mais leurs intentions sont bonnes, puis laisse ton enfant naviguer puis trouver des solutions à travers tout ça. Il n'y a rien de mal à ce que ton kid, là, ça ne marche pas. Là. Cogne à la porte, là. Monsieur Ricard, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ou qu'est-ce que c'était? J'ai pas eu beaucoup de temps de glace. Y a-t-il quelque chose que je peux améliorer? Va poser des questions. C'est pas à ton père à chialer dans les estrades puis à juste emmener du négatif. Plus qu'il y a de positif dans les estrades, plus qu'il y a de positif dans les parents, plus que l'équipe va performer, plus les jeunes vont performer, plus que l'ouverture de l'entraîneur va être grande. C'est une roue qui tourne. Puis
permettez à vos jeunes de prendre confiance en eux. C'est tough là, de cogner la première fois un bureau d'un coach pour aller poser des questions. C'est tough en tabarouette. Là. Mais le premier coup que tu l'as fait, tu fais comme ah, Colin, c'était vraiment pas si pire que ça. Puis là, tu viens de briser un abcès, tu viens de briser un problème qui va peut-être durer 2 mois au lieu d'en durer 2 jours. Puis là, ça te permet de progresser et d'aller de l'avant puis pas garder tes problèmes. Fait que les parents, soyez positifs, encouragez vos jeunes à aller parler aux entraîneurs, puis les entraîneurs, soyez ouverts d'esprit, puis permettez aux jeunes de discuter. Puis le nombre de fois que c'était ah, ouais, c'est ça qu'il m'a dit, je pensais pas qu'il pensait ça. Ouais. Ouais, mais là, tu restais dans tes bébites, puis tu te faisais des histoires, puis là, tu te craquais, puis là, ouais, je sais bien, puis il aime mieux un tel. Le chandail, rentre à la pratique. Ah, j'ai un chandail rouge, j'étais en bleu hier. Ah non, mais je me suis déjà fait dire ça. Ouais, mais hier, tu as changé le chandail. Ah, oui, mais ça n'a pas rapport. Je suis daltonien, Big! Non, mais il y en avait 6 dans le lavage. Là, c'est comme, arrêtez, là. On overthink, puis on l'a tout fait, mais si je peux prendre cette plateforme-là pour vous dire d'arrêter de le faire, là. Travaille fort, là, donne ton effort, puis sois à l'écoute, puis tu vas voir que tu n'en auras pas de problème. Prends soin de tes chums à la glace puis dans la chambre. Ça va bien aller. Être constructif. Ouais. Alors, c'est assez simple. Là. On cherche toute la règle. Il n'y en a pas de recette miracle. Là. Fais ta job, fais ce que tu as à faire, puis that's it. Là. Good, merci encore. Yes, salut boys, lâchez pas. Prochaine. On se parle bientôt. Salut guys, bye bye. Bye. Ciao. Bye. C'est que quand tu regardes le hockey, tu as un côté physique. Tu as une patte. Alors, elle a cette longueur-là. Chaque patte devrait être à la même longueur. C'est quoi les pourcentages vraiment d'importance du côté physique, du côté technique, tactique, puis mental, émotionnel? C'est pas compliqué. C'est que ça devrait être 25% chaque. À lire des indices sur la glace qui faisaient en sorte qu'elle est capable d'anticiper. L'anticipation, c'est ça que c'est. Il anticipe comment, à partir de quelle information, ton hockey sense, tu peux l'apprendre dans le hockey de rue. La persévérance à long terme va combler tellement de lacunes. Ton processus, il y a différentes étapes que je vais voir avec vous. Puis c'est vraiment là que tout se passe. C'est ton processus qui va faire, c'est ta marche, comment tu vas progresser vers ton objectif qui va faire que tu vas pouvoir l'atteindre. Écoute, ils ne sortent pas de la glace tant qu'ils n'avaient pas réussi. Moi, je me rappelle, le monde, c'est les skills de Sydney. Tu n'étais pas capable de faire un top corner. Là, il y avait la journée de congé, il avait trouvé, c'était où que le gars de Zamboni vivait. Il est allé voir le gars de Zamboni, il a demandé d'ouvrir la patinoire et d'embarquer sans glace en trois. C'est ça la différence. C'est que la persévérance que tu ajoutes, c'est sûr que toutes les pattes sont reliées.